Coucou, salut, bonjour, bonsoir. Wesh. Hello. Il a plus besoin de nous. Bonjour, bonjour. Je prends notre place. Bienvenue dans l'horreur du dimanche, le podcast indépendant qui parle de films d'horreur en toute décontraction, le podcast du frisson mou, je reprends mes bonnes vieilles habitudes, bouh. Ah. C'est aussi le podcast qui ne manque jamais une occasion de coller à l'actualité brûlante. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, bon, pas trop en vrai. En cette période de remaniement ministériel, c'est l'occasion de souligner quelques changements surprenants pour ne pas dire confus. Ministère du Travail et de la Santé fusionnent, éducation et sport ne font désormais plus qu'un. Encore un coup asséné sur le fémur fragile, malade, ostéoporotique, prêt à se briser, première référence à un des films de ce soir, de notre service public qui, genou à terre, tente de ne pas suffoquer et lutte pour la moindre bouffée d'oxygène hyperbare. Deuxième référence à un film de la sélection de ce soir. Wow. En perte totale de repères, nous avons tenté de sélectionner 4 films dont l'action nous situe proche d'une institution publique ou de celles et ceux qui les maltraitent. Et toc! L'épisode du jour est donc un rapprochement hasardeux de films que chacun d'entre nous avions sélectionnés pour leur touche service public, entre guillemets avec les doigts. Notre sélection de ce soir est donc elle aussi surprenante, pour ne pas dire confuse. Ça va, Lola? Ouais, ça va. C'est bien ton intro. Ouais, merci. Pour merci. une fois. Ça va, Camille? Bah oui, ça va. Écoute, la culture est avec Rachida Dati, donc on est content. Oui, bah oui. On est ravis. Youpi. On est ravis. Et Léo, ça va? Bah toi, ouais, Léo, écoute, t'es furax, toi. On est ensemble dans le public et pas dans le privé, nous. Et à la technique, derrière sa console et ses boutons, il est comme un Premier ministre à Matignon. Ses vœux pour 2024, c'est du son, et de l'audience. Oui, ah oui. C'est Gabriciel, Astral, Brice. Comment ça va? Ça va, Brice? Avant de commencer l'épisode du jour, un grand merci à vous pour les écoutes. On est désormais trouvable dans Apple Podcast, qui est quand même une révolution. Après 19 épisodes, enfin c'est le 19e ce soir, donc ça veut dire que vous nous écoutez, et donc on est toujours content d'avoir de plus en plus d'écoutes, et on est aussi curieux d'avoir vos retours, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner, tout ça. D'habitude je le dis à la fin, là je le dis au début parce que je me dis que comme potentiellement ça pourrait intéresser plus de gens au début. On est trouvable dans les classements Apple Podcast. Oui, dit bien sûr. On était trouvable sur Apple Podcast depuis le début. Oui, bien sûr. Tu sais, moi voilà. Faut préciser. L'horreur du dimanche. Il est humble. Moi non, moi pas du tout, donc pas de problème. L'horreur du dimanche, épisode 19, c'est maintenant, et on commence avec le film de Lola. Lola, c'est quoi ton film? Moi, mon film, c'est Exit. I don't know. Adrian! Did you see something, anything? Are we gonna die here? There's nothing we can do, okay? We have to share the oxygen in here, and right now the two of you are taking more than your fair share, so just calm the fuck down. We'll wait here. Don't find us. Okay? Voilà. Ouais. Ça paraît très horrifique comme ça. En vrai, ça l'est quand même. Ouais. Ça l'est. Mais j'ai pris la partie de la bande-annonce avec des petites musiques qui font peur. Franchement, moi, elle me fait moins peur que le film. Ouais. Ah ouais. Il n'y a pas beaucoup de musique en plus dans le film. Non, c'est anxiogène. C'est vrai. Donc Exit, on en parlait en off, mais effectivement le titre original c'est Cutterhead, donc qui a bien plus de sens que ce titre français. Je ne sais pas pourquoi, encore une fois on a fait ça, mais voilà, Cutterhead, donc la tête coupeuse, littéralement. Un film de Rasmus Klosterbro, qui est un réalisateur danois. Et on ne fait pas beaucoup des films danois, donc je crois d'ailleurs que c'est peut-être même le premier. Ouais, je pense aussi. Je me souviens plus, on a fait beaucoup de films, mais ouais. Sorti en 2018. Alors en France, c'est plus très exact
exacte la date de sortie, mais parce qu'en fait c'était entre 2 confinements et voilà, donc je crois qu'il est sorti en 2018, mais qu'en vrai en France on a dû le voir plutôt en 2020 ou enfin quelque chose comme ça. Si je dis n'importe quoi, évidemment, n'hésitez pas à me le dire. Oui, de toute façon, le but du podcast, c'est pas d'être précis. Hein. Ça, vous l'avez remarqué. Donc un film avec peu d'acteurs, j'en citerai 3. Donc le personnage principal de Ri, qui est joué par Christine. Alors le haut barré, comment ça se prononce Donc Sunderis. Ouais, j'espère que tout à fait. C'est comme ça. Ok, super. Un acteur croate qui joue Ivo, Kresimir Bon, je suis désolée. Mikic. Oui, c'est bien. Mikic, ok. Ok, super. Et le 3e acteur qui joue Baran, Samson, Semere. Voilà, pareil, je suis désolée pour vos noms et prénoms. Hein. Le film, je vous préviens, il n'y a pas de monstres et tout, comme à mon habitude. Hein. Là, mais ça fait très peur pour d'autres choses. Donc moi, mon service public, ce sont ce soir les transports en commun et les travaux dans les transports en commun. Je sais pas... Oui. Pécresse, si tu nous entends. Ouais, c'est le Grand Paris, là. Hein. On te salue, la ligne 8. Ouais. C'est le Grand Copenhague. Voilà, là, c'est le Copenhague Express. Donc on suit Ri, qui est une journaliste danoise, une trentaine d'années, qui se rend sur le chantier du métro de Copenhague pour faire un projet documentaire, on le comprend, sur la coopération européenne. Donc une expression voilà, bien brillante, là. Sauf que, évidemment, il arrive un pépin une fois sous terre, et là c'est la tuile. Ri va se retrouver bloquée dans un sas de décompression, mais pas toute seule, avec donc 2 ouvriers, Baran et Ivo, qui vont lui tenir compagnie. Donc c'est à ce moment-là que le film va partir en un survival où les 3 personnages vont essayer donc de trouver des solutions pour sortir de là vivants. Et évidemment, ça ne va pas bien se passer. Donc, claustrophobe, asthmatique, voilà, prenez vos dispositions parce que... Prenez votre ventoline à portée de main, là, parce que... ça peut être très oppressant. C'est un film qui a failli être dans la sélection de l'épisode 15, donc sur les 8 clos, je ne sais pas si vous en souvenez. Mais je ne l'avais pas pris parce que je voulais un truc avec des monstres et avec Alexander Skarsgård. Donc voilà. Mais là, je suis hyper contente de vous en parler dans cet épisode. Je m'étais mis de côté parce que je savais que ce thème finirait par arriver. Donc voilà, Exit. Et d'abord, je vous fais un petit cours de géotechnique parce que le film est extrêmement pointilleux et vraiment très fidèle à la technique de construction du métro, en fait. Et moi, j'étais pas parti pour quand je l'ai commencé. Je me suis dit, ok, c'est d'accord. Bah, tu sais comment forer un tunnel maintenant. Ouais. Bah oui, non mais moi je savais pas du tout et du coup j'ai regardé quelques trucs. Faut avoir quelques bases, je pense, parce que le titre du film c'est Cutterhead, c'est le terme technique de la partie avant de cette grosse foreuse à tunnel de métro. Est-ce que vous savez comment se construit un métro d'ailleurs? Parce que moi, je ne savais pas. Moi, j'imaginais des gens avec des pelles à l'ancienne, mais... Bah non, mais éclaire-nous, Jamy. Alors, du coup, c'est un tunnelier. Alors, je crois que ça a un autre nom aussi, mais j'ai regardé un petit tuto français où ils appelaient ça un tunnelier. Donc, c'est une machine d'environ 100 mètres de long, 10 mètres de diamètre et qui pèse un peu plus de 2000 tonnes. Donc, c'est un gros bébé. Ouais, moi, comme ça, quand tu dis tunnelier, je pense à un animal qui s'approche d'une taupe. Moi, l'image, c'est le truc dans les Indestructibles à la fin, là. L'espèce de taupe qui sort. Oui, exactement. Mais voilà. Ça ressemble à ça. Ouais. Voilà, tu vois. Et ça a quasiment le même but. Ça a essentiellement 3 rôles. Donc, de découper les sols, d'évacuer les terres à la surface et alors là, c'est stylé de poser même le revêtement les parois en béton, tunnel. là, ouais. Ouais, en béton armé. Non, c'est extrêmement On comprend pourquoi la ligne 15 ne verra donc jamais le jour. Voilà. Et tunnelier est en voie de disparition. Exactement. Et donc, la tête coupeuse, la Cutterhead, c'est la partie avant du tunnelier. Donc, c'est une énorme roue qui va tourner sur un axe avec des dents, des lames, voilà, et à laquelle on va appliquer une pression pour assurer la stabilité du terrain, en fait. Et bon, voilà, c'est tout pour le moment technique. Mais en fait, c'est hyper important parce que moi, pendant tout le film, je me suis demandé pourquoi on était, je vais vous le dire, dans un sas de décompression. Et effectivement, ça se passe dans aussi appelée une chambre hyperbare.
Et en fait, c'est pour pouvoir accéder à cette partie de la machine sous pression. Donc le film, c'est très important aussi. Le premier plan du film, c'est un plan en... Bon, on a la tête coupeuse, mais juste après, on a un plan en hauteur de Copenhague. C'est pas un plan... je pense c'est en haut d'une grue du chantier. Enfin, voilà. Et ensuite, on va redescendre au niveau du sol. On découvre le personnage principal de Ri. Et directement, elle va rentrer dans un ascenseur où, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est quand même assez obvious, il y a 2 boutons qui sont scotchés vers le bas, Hell, et vers le haut, Heaven. Donc, en fait, il y a le ton direct qui est donné au... Vous n'aviez pas vu ? Si, moi j'avais vu. Moi j'avais pas vu. Je Camille- me souviens qu'elle sort son téléphone pour prendre des photos. Moi c'est ça dont je me souviens. Ah, mais ouais, il y a écrit Bah non mais tu vois. façon Bah, tag voilà. un peu. Ouais. Voilà, Ouais. il y a un scotch et c'est marqué dessus. Voilà, donc on annonce direct le film, une descente aux enfers. Hein, voilà. Et après, tu as ce fameux panorama au bas où elle descend, effectivement. Puis de toute façon, on est sur, on l'a regardé sur Shadows, donc on se doute qu'on ne regarde pas une rom-com, quoi. Bon. Oui. Donc là, on a la première partie du film qui dure environ 20 minutes, c'est assez rapide. Le film est court, il dure 1h20. Et donc Ri va être très mal à l'aise pendant ces 20 premières minutes de film parce que elle sent qu'elle dérange les travailleurs et qu'elle n'est pas à l'aise au milieu de ces gens-là qui sont en fait quasiment tous des travailleurs immigrés, donc européens et pas que. Et peu de personnes parlent anglais. Enfin, certains le parlent un peu et encore moins le comprennent en fait. Donc voilà, il y a des soucis de communication. Elle essaie de poser des questions pour ses portraits parce qu'en fait elle fait des portraits de photos des travailleurs du métro. Et il y a une En leur scène... posant des questions. Ouais, des questions. Quoi. Oui, parce qu'en fait, c'est un peu son but là, c'est de prendre des photos pour ensuite les exposer autour du chantier. En fait, Ouais. on fait de plus en plus ça maintenant Oui, pour oui. cacher la mocheté de. Exactement. De ce qu'on fait faire aux gens. Voilà. Ouais, bien sûr. On Et leur du demande coup- ce qu'ils préfèrent dans leur boulot. Ouais, Voilà, c'est ça. exactement. Elle leur demande qu'est-ce que vous préférez dans votre boulot. Et donc il y a une scène assez comique avec un homme qui lui répond yes à toutes ces questions. Et elle est en mode yes, ok. Et en fait, elle change. Et en fait, là, elle va être soulagée parce qu'elle va entendre 2 personnes parler anglais. Elle va se dire, oh mon Dieu, yes, j'y vais. Donc, ces 2 personnes, ce sont Ivo et Baran. Et Baran, lui, vient d'un pays d'Afrique de l'Est, l'Érythrée. Et il explique qu'il est parti pour des problèmes politiques. Et voilà. Et Ivo, lui, vient de Croatie et raconte un peu sa vie de famille qu'il voit quand il rentre une semaine tous les 3 mois. Donc, grosse ambiance. Et donc, encore une fois, elle ne sait pas trop quoi répondre. Elle est en mode, ah ouais. Et puis en plus, elle confond, elle lui dit, ah mais vous avez de la famille en Italie. Donc elle confond Croatie, Italie. Voilà, il y a des moments de gêne. Voilà, et après on va rentrer dans le film très rapidement où on va suivre Ivo qui est en fait le responsable de la tête coupeuse et qui va faire une opération dans la chambre hyperbare, donc une chambre où il y a une chambre de décompression où on augmente la pression comme on fait en plongée. Je ne sais pas s'il y a des amateurs, mais voilà. Et il y a un incendie, je vous passe les détails, mais Ri se retrouve enfermé pour sa propre sécurité dans une chambre à côté de la chambre hyperbare. Sauf que, bien évidemment, personne ne va la faire sortir. Et bon, elle va finir par trouver un moyen de rejoindre Ivo et Baran. Donc, ils vont se retrouver tous les 3 dans cette chambre. Tout est tourné vraiment dans un vrai sas de décompression. Hein. Ils ont les mêmes conditions que sous terre pendant le tournage. Alors, je ne sais pas s'ils sont vraiment sous terre, mais en tout cas, tout a été reproduit comme dans le réel. Et voilà, donc c'est à partir du moment où le film part dans une horreur absolue, parce que là c'est Ciao Bai, la solidarité et l'amour pour autrui, c'est la loi du plus fort et du plus malin. Et voilà, moi je suis contente de vous avoir fait voir ce film, oui c'est ça, parce que je le connaissais pas du tout et j'ai beaucoup aimé l'histoire déjà, le propos politique du film, je vous laisserai en parler, et voilà, et la satire horrifique d'un monde blanc nord-européen, voilà, encore une fois cette solidarité de loin et vite fait pour la condition des migrants, et voilà, il y a un rappel évident à l'enfer de
de Dante. Et voilà, moi j'aime beaucoup, juste un petit point de vue technique, comment la caméra va exploiter chaque centimètre cube de l'espace, parce qu'on est très très enfermé, hein, et d'ailleurs l'espace se rétrécit, et ça décuple le sentiment d'angoisse après. Et voilà, moi c'est un film poisseux, boueux, qui part un peu en docu au début, puis qui se transforme en fiction. Et voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, c'est un film que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Bah ouais, hein. Enfin, moi, franchement, gros coup de cœur. Enfin, oh, c'est débile de dire ça. 5 étoiles. Gros coup de cœur. Non, mais moi, j'ai adoré le film. J'ai adoré le film pour 2 raisons. La première, c'est que je trouve que il y a une, je sais pas comment dire ça, mais une sensorialité qui est hyper impressionnante. Franchement, c'est rare de voir des films, parce que on en voit plein, hein, des films, tu vois, qui se passent dans des conditions difficiles, machin. Mais alors là, tu ressens tout là. Là, tu ressens la moindre bouffée d'oxygène, la chaleur, la pression. C'est pas facile les de scènes faire. Avec la pression qui augmente, elles font mal. Ouais, c'est pas facile de faire ressentir l'augmentation de la pression, tu vois. Et là, je trouve qu'on là, ressent. on a un petit tympan qui pète. C'est un film que je trouve hyper physique, tu vois. Hyper physique, hyper sensoriel, avec pas beaucoup de moyens. Non. D'ailleurs, ça me rappelle un film beaucoup moins physique et sensoriel, qui était fait avec pas beaucoup de moyens, qu'on a traité dans l'épisode sur les huis clos, qui était Holy Shit. Bah moi, j'allais dire que ça m'avait aussi sur le côté inside de chantier. Ah bah oui, c'est voilà. Mais moi j'ai trouvé la version réussie, quoi. Voilà. Merci. mais je l'ai trouvé extrêmement réussi d'un point de vue de son dispositif. Voilà, pour le coup, c'est vraiment très très. Alors il y a plein de procédés un peu. Il y a des effets sonores, il y a et la manière de filmer les gens. Il y a une fascination. Enfin, je sais pas. Il y a énormément de transpiration. Genre elle, quand la température monte dans le petit local médical dans lequel elle se retrouve, tu vois, il y a un truc qui est un effort, une emphase qui est vraiment mise là-dessus pendant le film. Ça, c'est le premier aspect que j'aime beaucoup. Le second aspect que j'aime beaucoup dans le film, c'est probablement sa dimension un peu plus politique, hein, qu'on voit avec finalement des enjeux de survival qui sont pas du tout placés là où on s'attend à ce qu'ils soient dans un survival. C'est-à-dire que je trouve que il y a pas de, comment dire, d'habitude dans un survival les personnages s'en sortent grâce à de l'ingéniosité, on se dit qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont faire pour s'en sortir, et il y en a toujours un qui a une super idée, tout ça. Là, il n'y a pas de super idée, il n'y a pas de bonne idée. En fait, ils progressent tous. Il n'y a rien à faire, en fait. Il n'y a rien à faire, et ils progressent tous un petit peu au petit bonheur la chance, en essayant de s'en sortir, et voilà. Mais il n'y a aucun trésor d'ingéniosité qui est déployé, et la seule chose qu'il y a entre les personnes, c'est des espèces de rivalités qui sont pas très très bien placées, notamment il y a le personnage principal, donc Ri, c'est ça, elle s'appelle, qui a quand même une espèce de regard condescendant. Mais elle propose à la fin de l'argent à la famille, du coup, c'est hyper. C'est et immonde. plusieurs fois, elle lui propose. L'humanité, c'est. Non, c'est de l'humanité, mais c'est immonde. Un petit chantage, chantage à l'oxygène à la fin contre de l'argent qui est quand même nul. C'est très très gênant. Et le fait qu'un survival avance sur ces mécaniques-là, je trouve ça. Moi, je l'avais pas vu comme ça encore, le genre du survival en tout cas. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça vraiment super pour ces 2 raisons. Voilà. Maintenant, j'ai monopolisé la parole. Effectivement, film surprenant. Moi, je l'ai trouvé effectivement très beau déjà. Il y a une photo, effectivement 36 fois, je pense. Il y a une photo quasi documentaire qui plonge tout de suite, qui nous plonge tout de suite dans le sujet. Je trouve aussi que c'est vraiment. Merci pour ce petit point technique, parce que moi j'ai vu avec des sous-titres anglais, alors autant dire que j'ai rien compris aux enjeux techniques. Mais il y a quelque chose de bien, c'est que justement, je trouve que le réalisateur a fait ce choix d'être très technique, mais ce qui est la réalité en fait sur un chantier de ce type d'ouvrage, voilà, où c'est des enjeux qui, si on ne connaît pas de vocabulaire, on est perdu.
Et ça m'a plu. J'ai bien aimé. Moi, j'ai trouvé que c'était très intéressant aussi le personnage de Ri. Ou Rié, je sais pas trop, mais enfin de Ri, qui moi, j'avais pour entendu le Ri, coup reprend des caractéristiques vraiment. Enfin, moi je trouve que c'est bien parce que dès le départ, en fait, elle est pas à sa place. D'abord en tant que femme, dans le sens où y a des allusions au fait qu'elle n'a pas sa place dans cet endroit et tout ça. Ce qui fait que on a pas mal d'empathie pour elle. On se dit allez, il faut le faire, ce reportage, c'est pas évident, machin et tout. Mais en même temps, moi dès le début, elle m'a agacée parce qu'elle a une espèce de naïveté. Et puis c'est faux. Enfin, on sent. En fait, elle a vraiment, moi je trouve, un truc très bobo, mais que je dis ça, je suis bobo, on est tous le bobo d'un autre. Hein. C'est juste que elle arrive, en fait, elle veut parler de grands enjeux, donc c'est-à-dire qu'elle pose beaucoup la question de ce que les ouvriers ressentent du fait de s'inscrire dans un grand projet européen qui va leur survivre et tout ça. Mais c'est un peu bizarre de demander ça. Enfin, c'est un peu comme si à l'époque des pharaons, on allait voir les esclaves qui traitent, qui construisent les pyramides en leur disant c'est beau, hein. T'en penses quoi ? Voilà, exactement. Une merveille du monde. Et c'est en fait un décalage, qui au début est un peu de la naïveté, qui en fait confine au white privilege très rapidement aussi. Ouais. Et qui se confirme dans la situation d'extrême tension dans laquelle elle se retrouve, où là elle abandonne tous ses idéaux un peu bien pensants pour en fait être dans dans un truc assez violent et sur la revendication effectivement de sa différence avec Baran notamment, c'est qu'elle a de l'argent alors que lui il en a pas. Et elle lui fait bien peser et comprendre assez vite dans le film en plus. Hein. Et en même temps au début moi il y a des moments où on se dit c'est chouette quand même parce que justement par ce procédé-là il arrive quand même, le réalisateur arrive à parler de certains sujets comme les travailleurs détachés européens, où c'est quand même une forme de déracinement, de choix durs à faire et tout par rapport à la famille, etc. Comme tu le disais très bien. Et puis il y a la question de l'exil évidemment qui est du posée. Travail des sans-papiers parce que Baran n'a pas, c'est un travailleur illégal au black en fait. Oui, tout à fait. Dans le film assez rapidement. Et qui est tenu par une dette vis-à-vis de sa famille. Et dette qui pour lui semble colossale, infranchissable et tout, alors qu'en fait c'est 8 000 €. Ce qui reste une somme d'argent, mais qui n'est pas, indépassable pour un Européen, quoi. Et ça, c'est quand même assez fort. En plus, effectivement, d'un point de vue de la mise en scène, il y a une dernière séquence, je ne dévoilerai pas ce qui se passe, mais il y a une dernière séquence qui est incroyable. Enfin, moi, je l'ai trouvée vraiment très belle. Ça m'a fait, je pense que, évidemment, en termes de référence d'horreur, il y a The Descent. Et on est dans une espèce de beauté. C'est un peu The Descent, mais moins mise en scène. Plus brute. Donc vraiment très chouette. Et puis c'est court en plus. Donc, c'est bien. Ils poussent pas. Parce que, effectivement, moi j'ai eu un peu peur quand ils sont enfermés dans le bidule parce que là ça se transforme un peu en escape game et je me suis dit, non. Moi j'avais peur du concours d'ingéniosité. Comme tu peux le voir. Tire la molette, laquelle il y en a 36. Enfin voilà, moi je me suis dit, non, on est reparti là-dedans. Et tout. Et là en fait, pas du tout. Il évacue très vite en fait. Mais ce qui est top dans la mise en scène, c'est que tout est bien pensé. L'approche, où c'est vraiment filmé et mis en scène quasi comme un documentaire, caméra épaule, ou assez peu d'artifices, de lumière extravagante, etc. C'est très proche du réel, quoi. Et à la fin, il y a cette séquence d'un seul coup où ça dézoome en arrière. Et là, en fait, tu t'en parlais tout à l'heure. T'es en studio, en fait. Clairement, tu comprends. Alors que pendant tout le film, t'as été avec les personnages enfermés du coup dans cette foreuse et là d'un seul coup bam et c'est hyper maîtrisé. J'ai trouvé ça trop bien ce passage. Il y a des très jolis plans comme une espèce de moment de recul tu vois sur ce qui vient de se passer et sur ce qui est en train de se passer qui nous offre pour nous asséner je trouve une ultime séquence après une ultime séquence que je dévoilerai pas parce que pour le coup c'est un peu dommage mais qui est là glaçante moi qui c'est vraiment qui m'a même plombé. et c'est là que tu vois aussi tout le travail sensoriel du film sur les corps, la boue, la vapeur qui se dégage à cause de la différence de température. Je pense que Thomas tu parlais de la fin toi du coup. Oui, après la fin. En fait, moi, je parlais du moment de la scène dont on parle, qui est tourné en studio, où il y a l'utilisation d'un respirateur, qui est un objet qu'on nous présente dès le début du film, et donc qui est là pour le coup effectivement en studio et qui est un peu, qui est anormalement longue comme séquence par rapport à ce qu'on vient de voir et qui est anormalement
qui se prolonge et Qui est juste avec des jeux de regard en plus. qui est assez silencieuse. Oui. Je crois qu'il y a un petit peu de musique. Enfin, Très c'est, peu, très, c'est, très un, peu, ouais. c'est un peu Ça le seul sonne moment du quasiment film pas où pendant le on est film. bercé juste par le son. Mm. Et tout se joue dans l'attitude des deux personnages les uns Ouais. par rapport aux autres. C'est muet. Mm. Et là, pour le coup, c'est une scène, je trouve, où on a un petit peu de recul sur ce qui est en train de se passer, sur ce qu'on vient de voir. Et c'est là qu'on comprend l'horreur de la situation. Ouais. Mais qui va au-delà de l'horreur de simplement être enfermé sous le sol, qui est déjà un truc horrible. Mm. Mais qui Oui. dépasse. C'est là qu'on comprend, en fait. Enfin, qu'on comprend. On l'avait déjà compris, mais Ouais. qu'on a le temps de contempler les enjeux sociaux qui se sont joués devant nous et de se dire, ah ouais, quand même. Enfin, tu vois, il y a un truc vraiment poisseux là-dedans. Ouais. Et il y a pas mal il y a un gros travail sur le son aussi. On le disait tout à l'heure par rapport à la pression et tout ça. C'est vraiment très ingénieux. Moi, je trouve le moment où elle se bouche le nez pour, enfin, un peu Ouais. comme Oui, les scènes de on apprend compensation. pour, ouais, par rapport Ouais. aux oreilles, etc. Où d'un seul coup tout est étouffé. Enfin, ça nous met aussi dans cette Ouais, situation. moi, j'ai eu mal aux oreilles. J'ai trouvé ça Ouais, vraiment c'est- très chouette. Pareil pour la gestion de l'oxygène et tout. Enfin, le film est vraiment pesant en fait quoi, Ouais, quand tu le regardes, franchement. Ouais. T'arrives pas à respirer. Ouais, non, mais c'est chouette. Mais il y a plein de. Et comme Thomas disait, il y a le comment ça s'appelle le truc à oxygène Le respirateur. Le respirateur, voilà, ouais. qu'on te présente dès le début. En fait, il te présente tout son film en 3 minutes, hein, vraiment. Et il y a des gens qui font ça et en prenant le spectateur pour un idiot. Et là, c'est pas du tout le cas, en fait. Alors, et il t'explique Oui. ce qui va se passer. Ouais, Il te présente vraiment. Ouais, mais c'est pas en mode fusil de Tchekhov. Enfin, Non. tu vois, c'est vraiment. Non, mais c'est assez naturel. c'est simple, Oui, oui. naturel, c'est bien, quoi. Enfin, C'est je un- trouve que c'est un film assez juste. Oui. C'est un film d'horreur qui reste, je veux dire, très proche du. Bah, tu l'as dit, Léo, hein, très proche du réel, quoi. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Il n'y a pas d'extravagance de mise en scène, il n'y a pas d'extravagance de. Il n'y a pas de débauche de moyens. C'est un film qui Ouais. parle d'un truc horrible en le regardant de manière horrible. Enfin, je sais pas, moi Ouais. j'ai trouvé ça waouh. Enfin, tu vois, c'est simple, mais c'est très rare en fait de voir ça comme ça. Donc, bah, franchement, Bravo. regarde. Ouais. Regardez-le, il est sur Shadows, en effet. Ouais. On ne Je sais pas connaît où. toujours pas le nom du ou de la ministre des Transports, donc on lui enverra une copie aussi. Oui, bah, bien sûr. Pour ouais. préparer Peut-être à les Valérie JO. Pécresse aussi. Ah ouais, bah j'aimerais bien. On va pas repartir là-dessus parce que je sors du métro. Il y avait une bagarre, figurez-vous. Il y a une bagarre dans bah, le métro. Carrément une bagarre. Ah bah. De mieux en mieux. Ah bah, voilà autre chose. De mieux en mieux. Et donc, eh bien, je crois que c'est tout pour Exit. On va passer au film suivant. Fragile, qui est donc le film que j'ai choisi, film de 2006 de Jaume Balaguerro. I'm sorry about the short notice. One of our staff took unexpected sick leave 2 nights ago. I honestly didn't think we'd have to replace her. How many children are still here? Just 8. They are especially quiet today. Hi. How are you? We're sick. What's your name? Be careful with that girl. She can be a bit difficult. Blocks. They were talking to Charlotte. Who's Charlotte? She's different. She's mechanical. Do you know where she is? Upstairs. Ah bah ça y est, c'est fait. Oh, l'extrait sonore est passé. C'était bien. Ouais, c'était bien, hein, Fragile. Donc, extrait sonore sans grand intérêt. Donc, Il le vend bien. ouais. Il le vend bien son Oui, film. Non mais c'est un. Bon, vous allez voir, j'ai une grande ambivalence vis-à-vis de ce film. Donc Fragile, c'était un film, donc je le disais, de Jaume Balaguerro, film qui est sorti en 2006, qui avait été présenté à Gérard May. Et qui, je crois, avait eu Un prix, ouais. un certain succès, ouais, voire un prix. Film qui met en scène Calista Flockhart, donc qui était une actrice, enfin qui est toujours une actrice, mais sa carrière est
un petit peu en pause. Sa carrière à l'écran était vraisemblablement en pause, puisque je crois que Fragile est sa dernière apparition au cinéma. Et c'est donc l'actrice qui jouait Ally McBeal. OMG. Voilà. Et on a également Richard Roxburgh, qui lui est un acteur que vous voyez régulièrement. C'est un habitué des films d'un cinéaste que je porte pas dans mon cœur, qui s'appelle Baz Luhrmann, probablement vous connaissez. Ouais, il est dans Moulin Rouge, Richard Roxburgh. Ah, moi j'ai du mal aussi. Mais... Attends, mais c'est celui qui joue qui? Ah bah je saurais plus te dire parce que j'ai effacé Moulin Rouge de ma mémoire. Non, mais je veux dire dans le film là. C'est le docteur. Ah d'accord. C'est le docteur, ouais. Et cette actrice espagnole dont je n'ai pas noté le nom, mais Camille, tu l'avais tout à l'heure. Elena Anaya. Ouais, voilà, qui joue dans La Piel qui habito. Trop belle. Voilà. Donc Fragile, c'est le 3e long métrage de Jaume Balaguerro, qui est donc un réalisateur espagnol. Qu'on avait connu préalablement pour des films qui sont pas trop mal. La secte sans nom, Los Sin Nombre, qui est un très bon film pour l'époque. Darkness. Et il sera connu pour sa collaboration avec Paco Plaza, qui est un autre cinéaste espagnol. Le frère de Stéphane. Pardon. Allez. Donc il collabore avec Paco Plaza pour non, on coupera pas, pour la réalisation de Rec, la saga Rec, et donc je pense Rec son chef-d'œuvre finalement. Surtout Rec 3. Moi, j'adore. J'adore Rec 3. C'est ironique? Ah non, je l'aime bien. Je l'ai pas vu. C'est lequel sur le bateau? C'est le 3? Non, le 3 c'est avec la mariée. Ah ouais, oui, c'est avec la mariée. Il est vraiment cool. Ouais. Ah, j'ai pas vu. Toute la partie dans la ville là. Je m'en souviens pas. Ouais, attends, on parle pas de ça. Ah ouais, non, ouais, c'est vrai, pas désolé, un podcast sur Rec, on pourra en faire un. Rec 1, Rec 2, Rec 3, puis le 4e commentera, dira ouais, j'aime bien. Mais il y a un 4. Ah, il y a un Rec 4? Figurez-vous que oui, j'ai regardé sur internet, il y a un 4. Ah, mais une suite officielle, genre? Oui. Ah ouais. Bon. Et ben voilà, c'est un peu un podcast sur Rec, finalement. Donc, Fragile. Qu'est-ce que ça raconte? Fragile, c'est donc l'histoire d'Amy Nichols, infirmière au passé troublé, qui débarque dans un hôpital pour enfants, hôpital de Mercy Falls, rien que le nom, ça sent le traquenard, qui est sur l'île de White, donc qui est une île qui dépend du Royaume-Uni. Ils conduisent du mauvais côté de la route, j'ai repéré. Et pourquoi ils ferment tout? Moi, j'ai pas compris pourquoi ils fermaient tout dans l'île. Alors, ils ferment pas tout dans l'île. Donc je vous le disais, je vais y revenir. Elle débarque donc dans un hôpital pour enfants et donc le traquenard semble en fait évident puisque Amy est engagée pour remplacer une autre infirmière qui est partie en panique peu de temps avant à cause d'une enfant mécanique, Charlotte, qui semble squatter le 2e étage insalubre de l'hôpital. Déjà, il y a un petit red flag. Et hanter le service de pédiatrie en communiquant avec les mômes par l'intermédiaire de cubes. Bon. Donc va-t'en en fait. Ça sent le tracos. Donc jusqu'ici tout va bien, mais alors là où les choses semblent se gâter, c'est lorsque petit 1, l'hôpital est sur le point de fermer pour cause d'insalubrité. Vous voyez ce qu'on fait de nos hôpitaux en même temps, il y a des fissures dans tous les murs. Ils évacuent l'île entière, non? Non, ils évacuent l'hôpital. Ils vont dans un autre hôpital, sauf qu'ils sont bloqués parce qu'il y a un accident. Voilà. Et petit 2, donc l'hôpital est insalubre et doit être évacué. Et petit 2, les gosses se mettent à présenter des fractures multiples et inexpliquées. Alors, heureusement, il y a le docteur, le docteur Marcus, Richard, Bob. Ouais. Robert. Alors lui, c'est un champion, Robert. C'est un champion du monde. Lui, il y a des mômes qui se pètent les jambes sans avoir bougé de leur... Classique. Ça arrive. Écoute, il joue, c'est comme ça. Voilà. Donc merci au système de santé publique qui est laissé à l'abandon. On laisse des enfants dans un hôpital au second étage duquel il y a une espèce de créature qui hante les lieux et surtout probablement des bouts de verre par terre. Énormément de champignons dans l'air. Bonjour l'aspergillus. Mais c'est ça, parce qu'ils ont des problèmes respiratoires, ils sont tous dans la même pièce. Il y a des jeunes enfants qui ont vraisemblablement la mucoviscidose. Non mais oui, ils les collent tous ensemble. Et ils les collent tous ensemble et puis ils voient la gueule du 2e étage. Enfin, c'est vraiment infernal. Film au cours duquel on pourra quand même apprécier le dévouement sans précédent des soignants. Donc, quand même, Amy va aller, parce que au cours du film, Amy va donc
enquêter sur ces apparitions mystérieuses de cet enfant mécanique, de la Mechanical Girl. D'ailleurs, je fais que de penser à Madonna pendant que je disais Mechanical Girl. Ouais, je pensais à Material Girl. Tu sais, j'avais la chanson. J'arrivais pas à me concentrer. Et donc, elle va enquêter sur ces apparitions mystérieuses et finalement découvrir le poteau rose. L'hôpital est hanté par l'esprit, je vous spoil, attention, par l'esprit vengeur d'une infirmière qui a vrillé en s'attachant à une enfant qui avait la maladie des os de verre. Et donc, pour empêcher de partir les autres enfants que vraisemblablement elle aime, elle leur provoque des fractures pour les retenir dans l'hôpital et pour pas qu'ils puissent s'échapper. Tout ça n'est qu'amour, en fait. Voilà, c'est le message du film. Ouais, tout n'est qu'amour. Là où le film, moi, m'a posé un peu de problème, c'est sur sa lourdeur scénaristique. C'est un film qui sort en 2005 ou 2006, quelques années après l'adaptation américaine de Ring, qui est sortie. Enfin, même après la sortie de Ring, d'une manière générale. Et donc, c'est un film qui joue un petit peu sur les mêmes tropes scénaristiques, c'est-à-dire un personnage finalement étranger à une situation très suspecte, qui débarque, qui prend connaissance des différents éléments fantastiques qui s'offrent à lui, et puis plutôt que de s'en remettre à son bon sens et de se dire vraisemblablement c'est craignos, il faut alerter tout le monde, il se met à enquêter en passant par des espèces de voyantes, il y a tout un tas de personnages, une galerie de personnages qui sont un peu des personnages classiques qu'on voit dans ce genre de film, qui interviennent, qui n'ont pas un grand intérêt pour faire progresser l'histoire. Donc voilà, c'est un film qui, je trouve, s'embarrasse d'énormément de lourdeur scénaristique, une écriture qui n'est pas toujours très très bonne, qui a quand même pour gros handicap de faire jouer beaucoup d'enfants qui jouent pas très bien. Tu joues mal. Ouais, voilà. Et il faut le dire. Non mais c'est vrai. Tu joues mal. Désolé film. Mais qui a pour lui un monstre inquiétant, comme on le faisait à l'époque, un fantôme un peu inquiétant. J'adore. Et qui colle quelques moments de frousse un peu à l'ancienne, je trouve. Moi, c'est vraiment un film qui m'a rappelé le film d'horreur classique des années 2000 à 2008, quoi. Enfin, tu vois, c'est vraiment le film que j'aime bien louer. En VHS. Non, mais en DVD. Non. Moi, je peux pas dire ça. Je peux pas dire qu'on louait en vidéoclub en VHS, parce que c'est pas vrai. J'ai jamais loué de VHS de ma vie, mais qu'on louait en tout cas en DVD et qu'on se matait le soir avec des copains. Et Fragile, moi, je l'ai vu dans ce contexte-là la première fois, peu de temps après sa sortie. C'est un film qui m'avait marqué positivement à l'époque. Je l'ai sélectionné pour revenir un petit peu là-dessus, pour essayer de déconstruire un peu cette image que j'avais de ce cinéma-là. Ça a fonctionné. Et surtout, je l'ai revu parce que c'était l'occasion de parler de Jaume Balagueró, qui est un cinéaste que j'ai longtemps cru que j'aimais. Non, mais c'est la désillusion. Mais non, mais ouais, c'est un peu. C'est un peu. Mais oui. Mais tu sais, c'est à l'épisode, c'est à l'image du service public. Tu vois, c'est la désillusion. Oui, tu vois, je suis le premier concerné. La nostalgie de quand ça marchait bien. Ouais, c'était mieux avant. Voilà. Et Jaume Balagueró, qui était un cinéaste que je pensais aimer. Alors, j'ai essayé d'étayer un petit peu ce segment sur Fragile en regardant des interviews de ce type-là, de machin. Alors, à part vous dire qu'il a un français qui est excellent, je ne vais pas vous dire grand-chose d'intéressant sur sa vision du cinéma. Il n'y a rien qui m'a marqué. À part dire qu'il aime bien faire des personnages féminins parce qu'il trouve que les femmes sont plus complexes que les hommes. Bon. Et qu'il trouve qu'il aimerait bien se réincarner en loup-garou. Voilà, c'est deux trucs. C'est littéralement Twilight, quoi. Ouais, moi j'adore ce mec, il faut que je le rencontre. Non, mais voilà, il dit ce genre de trucs. Bon, et il a pas de. Non, mais pourquoi pas? Mais c'est juste qu'il a pas vraiment de trucs intéressants à raconter de ses films à chaque fois. Est-ce que nous, on a des trucs intéressants à raconter? Non. Bon, voilà. Quittez-nous maintenant, c'est la fin du podcast. Bonne semaine, au revoir. Mais donc voilà, Jaume Balagueró qui m'a en fait récemment déçu avec son dernier long métrage, qui était Vénus. Un film d'inspiration Lovecraftienne qui se passe dans un décor urbain, dans un immeuble, et qui met en scène encore une fois un personnage féminin en proie à un passé difficile, qui doit lutter pour s'en sortir face à une espèce de pègre locale. Ça se passe à Madrid. Donc le film a un bon pitch et pas très très bon en fait, dans son déroulement et dans son écriture et dans son
cette espèce d'écriture scénaristique avec plein de poncifs, plein de passages obligés. Et en fait, il y a toujours ces trucs très très lourds dans son cinéma. Il fait aussi un très mauvais film juste après Fragile qui s'appelait Muse. Voilà. Il a fait Malveillance qui est pas mal. Malveillance, c'est pas mal. Ouais. Bah, Rec, c'est très bien. Mais oui. Mais bon, voilà. Malveillance, c'est pas mal, effectivement. Ouais. Sur le veilleur de. Le gardien d'immeuble. Voilà, gardien d'immeuble. À Madrid aussi, je crois que ça s'appelle. Voilà, donc c'est un petit peu Fragile, c'est un petit peu la désillusion, c'est un peu la tristesse pour moi, parce que ça m'a renvoyé à une période de ma vie où je trouvais ça super, et puis maintenant je trouve ça vraiment moins super. Écoute, voilà. c'est super. Moi, je te trouve dur, parce que je vous rappelle quand même qu'avant qu'on s'autoproclame critique de cinéma pompeux, on aimait juste bien, comme tu dis, le frisson mou. Et, c'est le frisson mou. Alors là, et Fragile, moi, je trouve qu'on revient un peu aux origines de l'horreur du dimanche aussi, tu vois, il y a un peu un... Alors oui, ça sans doute des défauts, mais c'est pas un film... De toute façon, c'était le genre de film qu'on faisait dans ces années-là, c'était pas pour qu'il y ait des intellectuels... cinéphiles qui viennent faire des analyses dessus, tu vois, enfin genre c'était un film qui faisait peur, qui quand on n'avait pas l'habitude de voir des films d'horreur, ça faisait peur. Même aujourd'hui, moi j'ai l'habitude d'en voir, ce monstre comme tu dis qui est mais il est très réussi, il est vachement réussi. Enfin voilà, en fait c'est des trucs oui, c'est pas de l'elevated genre quoi, mais non bien sûr, mais sans parler d'elevated genre, je trouve qu'il y a plein de trucs qui fonctionnent moins dans le film aujourd'hui. Voilà, enfin il y a plein de trucs qu'on a déjà vus, c'est normal. Ouais, mais heureusement que ces films-là, on les a vus et qu'ils ont été faits, tu vois, parce que moi je trouve ça quand même intéressant. Et j'ai pas vu ces autres films à part Rec, mais moi ça m'a bien donné envie de les voir. Donc. Ah bah écoute, je te conseille de regarder Vénus pour te faire une idée, parce qu'il y a des trucs pas mal dedans, mais le film est. Bah non, mais celui dont Léo parlait. Malveillance, c'est sympa, et même la secte sans nom, effectivement, le titre est chouette. J'aime bien, et puis j'aime bien les sectes. Non, je n'aime pas les sectes, mais moi bon. aussi j'adore. Bref. Dimanche, on se dit souvent les anecdotes. Bah moi je vais à la secte quoi. Ouais, d'accord. À la secte sans nom. Bah oui, secte quoi. Moi j'ai bien aimé la fin, je dois dire. J'ai trouvé assez poétique la toute fin dans l'hôpital là. La fin sixième sens un peu. Tu veux dire. Ouais, j'ai trouvé ça assez joli et le film m'a un peu ennuyé, mais cette fin m'a un peu réconcilié. J'ai trouvé ça assez joli, assez poétique. Oui, c'est une sorte de conte un peu à Belle et le Bois dormant, sachant qu'ils n'avaient pas les droits pour le Disney, donc ils ont fait un autre film. Non, mais c'est vrai, parce qu'à un moment donné, ils regardent La Belle et le Bois dormant à la télévision, et c'est pas du tout le Disney. J'ai essayé de regarder sur Internet s'il y avait une nouvelle version que j'avais loupée. Je pense que c'est... je sais pas, mais peut-être que ça a été fait spécialement pour le film, parce que c'est vraiment des séquences qui reprennent... quasiment le Disney avec quasiment la même musique, mais très, très laid, quoi. Ouais, ça fait un peu cheap, mais moi je trouve que c'est effectivement un film qui ressemble à beaucoup d'autres films. C'est cousu de fil blanc quand même dès le départ. T'es là genre oui bon d'accord. Cousu de fil blanc. Hôpital, cousu de fil blanc. Voilà, on n'est pas obligé de tout dévoiler non plus, mais on travaille quoi. C'est écrit. Hein. Exactement. Et donc, il y a un truc aussi de. Moi, il y a un problème avec la musique. Je suis un peu chiante. Ah oui, elle est hardcore la musique. Ouais, non, mais dès le début, j'en ai pas parlé, mais elle est dure. Dès le début, il y a une espèce de musique. C'est des enfants, donc il y a des boîtes à musique. Ouais. Alors ça c'est plus possible. Les boîtes à musique, les petits chevaux là de bois qui grincent. Voilà, ça c'est pas possible. J'adore. Et les petits cubes qui bougent tout seuls. Des années 50. J'adore. C'est l'enfer. Et surtout, non, moi c'est vraiment la musique avec le plan zénithal sur la bagnole qui va vers l'hôpital. Et la musique, on dirait presque une espèce de... En fait, c'est trop bizarre. On dirait de la musique d'une adaptation de Jane Austen. Tu vois ce que je veux dire? Genre Bah moi c'est ce que ça m'a évoqué, genre on dirait ça pourrait être l'entrée au bal. Mais comme est-ce ça que pourrait Rob être, c'est pas un peu Monsieur Darcy en fait. Bah je ne sais pas peut-être. mais donc ça m'énerve et le coup des cordes dès que il y a un truc qui va faire peur, c'est pas possible. Tu vois les violons qui se mettent en route là. T'es là genre oui bon d'accord. Les violons qui violonnent. Après il y a des trucs rigolos. Moi je trouve que c'est pas assez gore. Ça pourrait être beaucoup plus vénère. Enfin les fractures. Moi j'ai eu un peu terrifiant. Tu vois, je me suis attendu à ce que le film monte crescendo dans le gore quand il y a Roy, du coup, le gardien un peu de l'hôpital qui se fait trucider. Qui fait tout en même temps. Ouais, qui joue pas bien non plus. Hein. Non, mais et à ce moment-là, je me suis dit, ah tiens, là, ça va peut-être partir vraiment en mode massacre et tout, quoi. Et en fait, ça fait un peu un soufflet aussi. C'est un peu gentillet. Les enfants sont pas assez maltraités. C'est ça que tu voulais dire? Oui, Camille. Dis-le. Mais non, le personnel de l'hôpital est insupportable, en fait. Et du coup, j'aurais bien aimé qu'ils se fassent tous massacrer. Ils font ce qu'ils peuvent, tu sais. Ils font ce qu'ils peuvent.
Mais oui, mais même le rapport entre les infirmières, il est pas très cool, je trouve. Ah bah non, c'est bien le personnage principal agresse en permanence sa collègue qui est là depuis plus longtemps. Elle l'agresse, elle lui crie dessus toute la journée en disant faut faire ci, faut faire ça. Enfin, c'est assez alors qu'elle pénible. a juste un peu peur en fait, quoi. Oui, c'est clair. C'est ce qu'elle a droit. Et puis elle se plaint de la météo. Elle a le droit. Enfin, elle est espagnole. Il pleut des cordes toute la journée. Elle en a ras-le-bol. Elle a envie de repartir. Moi, j'étais avec elle. et oui. Alors, ma dernière critique qui va faire hurler parce que je sais que c'est très snob. Moi, j'ai eu un peu l'impression aussi en termes d'image de regarder un téléfilm. Tu vois. Un peu téléfilm d'après-midi sur TF1, version dark. Je pourrais être d'accord avec toi. Ça, Camille. C'est pas très gentil. Moi, c'est le seul truc que je trouve que le film a pour lui, c'est que parmi cette espèce d'opulence de film de Ringsploitation qu'il y a eu à l'époque, un peu platounet, quoi, on va dire. Bah moi je trouve que le film justement c'est un des trucs qu'il a pour lui, c'est que je trouve plutôt pas trop mal shooté. Je trouve que c'était moi je trouve que c'est gris tout le temps. Mais c'est le climat. C'est ces années-là franchement. C'est ces années-là, mais à l'époque on n'avait pas un filtre gris dans les yeux quand même. Je te jure, des films qui sont sortis dans cette époque-là, c'est vraiment il y a des trucs c'est dur quoi. Et celui-là je trouve qu'il sort on a un vu peu. Twilight quand même récemment. Le premier il a un filtre bleu pendant tout. Mais attends, Twilight c'était pas un film d'horreur. Tout le monde sait qu'on a fait ça pour l'argent. Tout le monde le sait. Et qu'est-ce qu'on en a gagné ? C'était un partenariat. Rien du tout. Une fois, pas deux. Hein. Non, mais moi je trouve qu'il est plutôt pas trop mal shooté. Mais c'est un peu plat, c'est un peu plat tout de même. Effectivement. Oui, puis tu vois, il y a des trucs. Bon, il y a quand même des pensées. Tu le disais, le coup, on a déjà vu ça 600 fois. Le coup de, il faut aller chercher le dossier dans le truc des archives. Ah oui, je n'en peux plus. Moi j'adore ces séquences-là. J'adore. Avec les coupes un peu rapides. Et alors, il cherche. Alors, ce qui est génial, ce qui est absolument génial et complètement con à ce moment-là, c'est que du coup, il regarde le dossier de la gamine et c'est qu'au bout de, je sais pas, 4 heures après l'avoir feuilleté, qu'il se rende compte que le prénom de la gamine, c'est pas le bon, tu vois. Mais ça, c'est toujours le médecin con, le médecin qui fait rien, à part pas lire bien les dossiers. Et effectivement, et puis t'oublies de dire que si, il trouve quand même un truc très important dans le dossier, c'est un film, une péloche. Quelqu'un avait mis une péloche dans le dossier. Qui projette sur un drap. Qui projette sur un drap. Ça n'a aucun sens. Et tu remarqueras que le film, comme souvent dans ces films-là, est monté. Ah bah bien sûr, bien sûr. C'est un film qui a été monté, un truc qui a été fait en Super 8, machin à l'arrache et tout. Et en fait, c'est monté. Oui, puis il y a des petits moments de vie, la gamine avec les autres verres qui jouent avec des trucs, et puis qu'après on ouvre. Il y a une BO, c'est film dans le film. Moi, j'adore. Non, mais ça c'est vrai. Et ça, j'ai mis pause à ce moment. Alors, tu sais, parce que je le regardais avec Diane, ma conjointe. On le regardait ensemble et je mets pause à ce moment-là et je lui dis alors ça, tu vois, ça me sort des films. Tu vois, quand il y a des montages comme ça de films qui sont censés être des archives documentaires et en fait c'est monté comme un film, voilà. Elle me dit bah non, bah tu sais, c'est normal, le Super 8, tu filmais un peu, tu t'arrêtais, tu reprenais, c'est ça, un petit tourné monté quoi. C'est bien. Du coup moi j'ai fait ah bon, ok. Mais il y a ça dans Sinister et ça marche bien aussi. Ouais, oui, mais moi déjà tu vois, je me demande l'image, enfin c'est le. Oui, c'est le centre du film. Ouais, et surtout, moi, je peux pas m'empêcher de penser à ces moments-là, mais comment est-ce qu'ils trouvent cette projection, enfin, tu vois, parce qu'il faut un projectionniste et compagnie pour monter le truc, pour faire la projection du machin, alors qu'ils n'arrivent même pas à changer les néons de l'hôpital qui tombent tous les uns après les autres. Et là, mais non, ils ont le proj, c'est parce qu'ils ont diffusé avec Roy avant le film pour les enfants. Ils ont déjà le vidéo proj. C'était sur une sur télé. Mais une cassette. Ah bon? C'était une cassette. Non, vous ne m'aurez pas, Léo. Je te jure que c'était vidéo projetée. On va revoir le film. Je crois que c'était vidéo. Mais oui, c'est le vieux projecteur là. Ils réutilisent le vieux. Ah bon, bah alors si c'est le cas, mais coule pas. Tout est logique. Le film est bien scénarisé. C'est pas cousu de fil blanc. Non, mais et c'est marrant, Lola, tu parlais de Sinister et c'est vrai que Sinister, ça sort en quelle année là? Je regarde vite fait. Vers 2010, un truc comme ça, non? Et je trouve que c'est Sinister, c'est un peu le haut du panier c'est trop bien. De ces films-là. 2012, ouais, c'est ça. C'est un peu l'aboutissement de ce format de film, un peu. Moi, je trouve. Qui était très réussi. Moi, j'appelle ça Ringsploitation. Je pense qu'il y a des gens qui vont hurler et mais j'ai un peu laissez-nous des commentaires. Voilà. mais c'est un peu le, tu vois, le film qui reprend cette structure narrative, en tout cas hyper classique du film d'épouvante de cette époque-là.
Bon, il y a un bisou sur la bouche enfant-adulte aussi. Ça, Oui, personne. Ça, Ouais, c'est un peu étrange. Ça, c'était bizarre. C'est bizarre. Et surtout, j'ai lu une interview de lui, là, où il revendique ce truc. Tu vois, je te dis qu'il Il disait a pas dit souvent oui, des parce trucs que pour les intéressants. producteurs, enfin voilà, je voulais maintenir ce baiser-là parce que je savais que les producteurs américains, ça allait les faire un peu hurler. Donc je l'ai fait, pour choquer. Alors je sais pas si la traduction était mauvaise, mais j'étais là genre, bon, bah pourquoi pas. Et après, moi je défends Gaspard Noé toute la journée, donc je suis là genre, yes, tu fais ce que tu veux. Hein. Si t'as lu une interview en français, il parle hyper bien français. Ah non, j'ai lu, j'ai pas vu. Ah oui, t'as pas vu. Ok. Non. Bah, c'est bizarre, Camille, t'en parleras en psychanalyse parce que je crois qu'embrasser ses enfants sur la bouche. Non, ah ben moi j'aime pas. mais non, mais surtout que là alors, c'est pas du tout ses enfants. Oui, en plus, c'est Après, pas son enfant. il y a des. Donc là c'est plus problématique. Il y a des effectivement. cultures où c'est genre absolument pas bizarre de faire ça. Hein, par Oui, contre, Oui, mais là Non, c'est mais- même pas sa fille. Mais oui, là par contre dans le film, ce moment est bizarre. Genre t'es un peu en mode. Et puis c'est le Ouais. véritable baiser d'amour. Enfin, Oui, bah oui, avec, bref, pareil, La oui, Belle au tu- Bois La Belle dormant. au Bois Ah, dormant. sachant qu'avant, oui, t'as eu tout ce truc sur l'amour qu'elle porte, et là, il y a un baiser, t'es en mode, ouais, c'est vrai que c'est un peu. Et tout ça étrange, intervient hein. après une scène très gênante de réanimation. Ah oui. Les Ah ouais. urgences, Ouais. quoi. Enfin, vraiment, moi, j'ai Ouais. l'impression d'être dans. Mm. Ouais, moi j'aime bien. Ça t'aime bien Ouais, Tout j'aime ça bien. sous la pluie, tu réanimerais quelqu'un avec un. Comment est-ce qu'on appelle ça un Bah, en fait, défibrillateur attends, alors, Sous la flotte Donc, gros Moi, tri- je- gros- alors ça c'est un truc qu'on voit tout le temps dans les films. Il faut arrêter de le faire. Mais quand le tracé est plat à l'électrocardiogramme, Mm. c'est une asystolie. Donc ça ne sert à rien Ouais. d'administrer un choc parce que vraisemblablement il n'y a pas de rythme à choquer. Voilà. Prenez des notes parce que là, c'est le moment où on rentre Ah ouais, vraiment putain, dans le mais ce sujet soir, c'est intéressant. précis. Ah, Là, mais nous ce a soir, parlé c'est de tunneliers, expertise. ouais. Service public à l'abandon et expertise. On vous donne des solutions pour remettre tout ça à flot. Bon alors les réanimateurs qui écoutent vont probablement hurler et me dire que mais si mais voilà, mais moi en tout cas bon, il me semblait que ça servait à rien. Bref, en Dans attendant ces 15 ans d'études. En attendant, c'est une- il y a des défibrillateurs sur les lieux publics à utiliser en cas d'arrêt cardio-respiratoire. Voilà, vous posez pas la question, mettez-les. Et c'est Staying Alive aussi, le Voilà, truc là. pour- voilà, c'est le rythme. C'est le rythme. Voilà. Voilà. Stop, les droits. Ça va, c'est à capella, j'ai le droit. Ouais, tu mets toujours des extraits sonores, Léo. Là. Je Bon. continuerai coûte que coûte. Eh bien, je crois qu'on a fait, Le tour. le tour de Fragile. Hein et donc, eh bien, il est temps de passer au film suivant. J'ai l'impression que vous allez m'exécuter comme dans le film, quoi. Eh ben oui, Léo, on passe au film. Ah, merde. On passe à ton film, Léo. Mon film, c'est Los Angeles 2013. Bienvenue dans cette salle. Pour la satisfaction de tous, nous voudrions vous rappeler les règles suivantes. Défense de parler, de fumer, de jeter des ordures, de manger de la viande rouge, de choisir sa religion. Et n'oubliez pas, tous les mariages doivent avoir l'approbation du ministère de la Santé. Le manquement à ces règles entraînera immédiatement la perte de la citoyenneté et la déportation dans l'île de Los Angeles. Bon spectacle. Vos règles commencent à m'ennuyer sérieusement. Nous avons établi son profil psychique d'après un panel de 5 millions de personnalités sociopathes. Il a atteint le bas de la courbe. Elle a l'air de piger assez vite. Cette ville aime les gagnants. Et si on jouait suivant les règles du petit Bangkok? Personne ne tire tant que ça n'a pas touché le sol. Vous êtes prêts? Tirez. Ça vous pose un problème? Pas toucher le sol et je te tire dessus là. Et bon spectacle. Horrible, cette bande-annonce. Trop bien cette bande-annonce. C'est le feu, un gros banger de 96. Moi, je vais vous parler de Los Angeles 2013 ou Escape from LA.
Voilà, c'est une suite directe de New York 1997, Escape from New York, de son titre original. Encore une fois, une traduction aux petits oignons. Sorti 15 ans, New York 97 en 80, donc 15 ans avant la suite, quoi. Autant dire que les fans de New York 97 ont attendu très très longtemps, quoi. Ouais. Et du coup, Los Angeles 2013, mais qu'est-ce qu'il s'y passe ? Eh bien, je vais vous faire un petit résumé. Donc du coup, après qu'un tremblement de terre ait séparé du continent la fabuleuse ville de Los Angeles, le président a vidé des États-Unis banni de l'île de Los Angeles, banni toute l'île de Los Angeles du territoire états-unien et transforme LA une nouvelle fois en prison à ciel ouvert où sont déportés, je cite, prostituées, athées, fugitifs et autres ordures. Les démocrates. Je me permets de... Voilà. Et en effet, dans le futur des années 2000 hyper futuriste, les États-Unis d'Amérique se sont mués naturellement en une société catholique hyper puritaine, militariste et autoritaire. Bref, toute une série de valeurs morales à en faire pâlir le moche monsieur tout orange. Pour être un peu plus actuel. Ouais, ça balance là. Ça balance, c'est hyper politique. Tu sais que c'est plus lui le président. Hein. Ouais. Il se représente. Ouais. Donc voilà quoi. Toutes ces petites valeurs morales et nouvelles lois ont été adoptées et déroger à la nouvelle règle est synonyme de déportation ou de rédemption sacrée à grands coups de chaises électriques. Finalement, pas si loin de ce qu'il s'y passe aujourd'hui. T'as capté. Et ouais. Toc, hein. On a vraiment une analyse géopolitique aux petits oignons, quoi. Le dessous des cartes. ouais. Et d'ailleurs, Arte m'ont proposé un job, tu vois. Je suis trop content. Le début du film, il y a une carte très claire, d'ailleurs. Oui, il y a le bout de Los Angeles qui se déplace dans l'eau. C'est super. Et c'est dans ce contexte que Snake Plissken est envoyé sous la contrainte d'un turbovirus, je sais plus trop quoi, récupérer une valisette noire qui contient je sais plus trop quoi, volée par la fille du président à vie et qu'il a donné à l'ennemi juré des ricains qui sont fous malades et du coup lui il doit aller la récupérer sinon il meurt. Ouais. Ça me rassure. Hein, c'est bien résumé. Ouais, c'est ça. Et le gars, le méchant, c'est pas une espèce de Che Guevara. C'est une sorte de faux révolutionnaire. Il ressemble vachement à Che Guevara. Bah oui. Sauf qu'il est pas du tout espagnol. Ou hispanique. Il s'appelle Cuervo, quand même. Il est ricain 100%. Il s'appelle Cuervo. Cuervo. Ah bah t'as bien regardé le film, Léo. Excuse-moi. Le Cuervo Jones, c'est ça. Mais du coup, au cast, on retrouve Kurt Russell. On a Alison Joy Langer pour Utopia, donc, qui est la fille du président. Il y a Steve Buscemi, qu'on adore de ouf, qui joue Eddie, le poteau des stars, avec sa petite star map du Hollywood Boulevard et tout là. Super. Il y a aussi Pam Grier qui joue Erchi Las Palmas. Pam Grier, moi je disais. Mais Pam Grier. Grier. Oui, merde, putain, ça fait Gruyère. Tu dis comment, toi ? Grier. Pam Grier, moi. Grier, on va dire Grier alors, je pense. C'est bien. Il y a aussi Peter Fonda qui fait une petite apparition dans le caractère de Pipeline. Donc voilà, un super cast qui fait rêver, hein, clairement. Ah, il y a Isaac Hayes aussi. Il découvre mais c'est incroyable. Mais je regarde rarement toute la fiche tech. Il n'a pas regardé le film. Quel chanceux. Mais bon, en tout cas, voilà, j'ai fini mon résumé de Escape from LA. C'est l'avant-dernier film de Carpenter avant son retour en 2011 sur des circuits plus indépendants. C'est le film qui consomme sa rupture avec les grands studios d'Hollywood, qui la consomme beaucoup, de manière très forte. Donc voilà, il est usé par les méthodes de production qui l'ont lessivé au fur et à mesure des années, et ça se voit dans le film. Il prend un malin plaisir à mettre un gros tarif à tous les studios hollywoodiens. Kurt Russell se crache dans la tour Universal. Au début, là, avec le submersible. Ouais. Il y a plein de petites références comme ça. Il faut savoir que le repère du méchant, là, Cuervo, en fait, il voulait le tourner à Disney. Et il a même pas demandé l'autorisation parce que, en fait, on lui a dit ne demande même pas l'autorisation parce qu'ils vont te dire non et en plus après ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Et du coup, c'est tourné dans le studio qui a servi à tourner notamment La Ville dans Retour vers le futur là. Je sais plus comment il s'appelle, mais bon, bref, c'est le gros studio plein air connu, voilà quoi.
d'Hollywood. Et donc du coup voilà, ce film c'est avant tout la rupture de Carpenter avec les méthodes de production hollywoodiennes. C'est son doigt d'honneur final au capitalisme et aux méthodes de production qu'il juge infâmes. Et il est usé, très cynique aussi sur le futur politique des États-Unis, comme depuis longtemps, mais là ça se ressent vraiment au-delà du discours politique qu'il pouvait y avoir avant, même dans The Leave. Là il y a genre zéro espoir en fait, enfin, c'est très cynique et c'est une satire vraiment genre, enfin, c'est sale, c'est un gros doigt d'honneur en fait à plein de choses qu'il déteste. Donc tout le monde y prend un peu pour son grade, hein. Il y a la population ultra riche et déconnectée de Los Angeles. Los Angeles tout court aussi prend cher. Dans le film, il n'aime pas cette ville, je crois, vraiment pas. Non, il n'a pas l'air. Mais aussi, du coup, l'hypocrisie du système américain, des valeurs morales qui reviennent à fond parasiter la politique états-unienne. Et ça aussi, Carpenter a été un gros militant anti-Reagan. Et ça se ressent de ouf là dans le personnage du président qu'il a mis en place et tout, quoi. Donc c'est voilà. Et voilà, donc gros doigt d'honneur au système politique. Voilà, gros doigt d'honneur quoi. Un quoi? Gros fuck. Un gros fuck, ouais. Ouais. Mais bon, moi j'aime vraiment beaucoup ce film. Il a plein de défauts, genre vraiment plein de défauts, et je suis grave d'accord pour en nommer quelques-uns. On pourrait parler des effets spéciaux numériques qui ont été faits sur Paint par un daltonien, par exemple. Oui, mais alors ça, moi j'ai lu que c'est parce que en fait, il y avait un problème avec. Oui, il y a eu un gros désaccord entre la production et la boîte à la boîte à couler, quoi. Qui en plein milieu de la post-prod. A livré n'importe quoi. Ouais. Et c'était des maquettes pas finies, du coup, qui se retrouvaient dans le film. Après, moi, j'ai pas trouvé ça moche. Enfin, surtout tous les décors. Ça va avec le kitsch du film, en fait. On dirait de la bande dessinée. Ouais, un peu. Ouais. Moi, je trouve ça c'est assez cohérent. En fait, moi, c'est avec, pas ça qui me pose problème. Non, mais je vais le défendre. Mais en tout cas, c'est bien parti pour. il faut savoir que c'est un film que Carpenter voulait pas vraiment faire à la base, oui, c'est ça. Qui a été plus ou moins commandé suite au succès de ses films d'amant et du coup qu'il a fini par faire parce que Kurt Russell voulait absolument rejouer Snake. Et Kurt Russell a commencé à écrire des bouts du film sans lui. Et Carpenter a trouvé ça super chouette, ça l'a remotivé. Et du coup, il s'est dit, je le fais quand même, mais on va rien faire de ce que nous demandent de faire les studios, en gros. Et du coup, le film a été un bide financier, genre total, et critique aussi d'ailleurs. Et moi, c'est pour ça que je trouve chouette de le défendre aussi, parce que je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants dans ce film. D'un point de vue politique, mais sur plein d'autres sujets aussi, même sur plus personnellement la carrière de Carpenter et son approche du cinéma. Et après, je sais qu'on me reprochera, oui, blablabla, l'aspect horrifique et tout. Mais c'est quand même un survival avec des scènes hyper horrifiques et avec une ambiance crado, cauchemardesque tout le long du film. C'est que faux. La nuit. C'est faux. Et moi, franchement... Surtout quand ils font du surf. Et du basket. Arrêtez. Pour me défendre, je citerai la scène de la clinique. Eh bah oui, évidemment. La seule. Et toute la partie introductive dans le centre de déportation de l'armée américaine, qui est absolument glauque, avec des prêtres qui t'exécutent sur la chaise électrique. C'est génial. Et le World Code aussi, qui est 666 peut-être. Ouais, c'est le chiffre du diable. Ça fait très peur, ça. C'est quand même horrifique. Lola, dis-le. Mais alors, Léo, pourquoi c'est le service public là? Toi, tu t'es dit. C'est le service public. Tu t'es dit, c'est un film qui dit nique, alors. Le mec n'a rien respecté. C'est le service public, quoi. Mais sérieux, vous avez pas. Parce que moi, ça, je trouve que c'est relativement obvious quand même. Enfin. Et pour le coup, le système carcéral. Ouais, il n'y a pas de service public, quoi. Qui est déficient. C'est peut-être. Je fais mon autocritique. C'est facile de prendre un film dystopique et du coup de parler des services publics. Et en vrai, c'était un peu le but c'est aussi. Vrai. Là. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Pour le coup, ça passe. On va écouter Lola, qui a adoré le film. Ils nous envoie des messages depuis 10 jours. C'est son film préféré. Elle a dit c'est mieux que Twilight. Ouais, non, moi, c'est simple. J'ai décidé le clash. Que je ne dirais pas à quel point ce film était nul. J'ai décidé que je ne dirais pas non plus à quel point je me suis ennuyée pendant 101 minutes précisément. Il n'est pas très long, je tiens à dire quand même. J'ai décidé... Il y a des longueurs, mais il n'est pas très long. On va se mettre à dos tous les fans. Oh là là là. Que je dirais pas non plus le nombre de fois où j'ai regardé le temps restant bas d'écran.
j'ai décidé aussi que je dirais pas que la tenue full cuir de Snake Elle est trop bien. ridicule. Elle est trop bien. Même Moi, si je j'adore son pense que trench. Ah ouais. Et le lycra là, il est pas mal non, c'est aussi. ridicule. Même si je pense que mon père rêve de s'habiller comme ça, n'ayant pas connaissance de sa propre queerness, mais ça c'est un autre débat. J'ai décidé que je n'exprimerai pas mon regret que tu n'aies Bisous, pas papa. choisi New York 1997, Mais- où l'image, le scénario et le boule de Kurt Russell sont beaucoup mieux. Non, le boule de Kurt Russell, il est Non. mieux dans Los Angeles Non. 2013. Non, Ah j'ai non, il est décidé. mieux dans 90. J'ai Oh. décidé que je dirais pas que le film est moche, qu'il n'y a pas d'histoire, que les fixes sont à gerber, qu'il n'y a pas de bonne scène d'action et que le fils secret de Castro et Guevara est le méchant le plus nul de l'histoire du Ah, ça qu'il cinéma. est nul. Hein. Et Oh là enfin, là. j'ai décidé que je ne rappellerai absolument pas que ce n'est pas un film d'horreur. C'est un survival avec des Voilà. éléments horrifiques. C'est tout. Non, mais Voilà. c'est vrai que t'as un peu abusé. Bon, après, moi, je veux rien dire, hein, mais Non, mais. ça fait 2 partout, je trouve. Ouais. Ça fait 2 partout, ouais. C'est ça. Hein. Non, mais au-delà de Allez. ça, non, au-delà de ça, moi je comprends un peu. Tu vois, enfin, il y a un truc qui me fait un peu mal quand même dans Escape from LA, parce que. T'es censé le défendre, putain. Parce qu'en fait, ce qui me fait mal. J'ai parlé avant, donc maintenant c'est fini. Retourne sa veste. Mais non, mais ce qui me fait mal, c'est que je sais pas quoi en penser de ce film. Je Mais suis oui, emmerdé. mais c'est un Parce que- ovni, ce Parce film. que tu te dis, pourquoi pas. Tu vois, il y a des trucs. Moi, j'aime bien. Il a Premier eu degré. 50, On dirait un peu, il a on eu dirait un 5 peu Mad Max. il a eu 50 Voilà. millions pour le faire. Premi- Oui, c'est ouais. beaucoup. Ouais. Et vous vous rendez compte ce qu'il a fait avec ces 50 millions Il y a la merde. Il y avait 5 millions pour lui. La Non, merde. mais c'est pas trop ouf. Ouais, bah, Si, La c'est team, dingue. hein, c'est Mais pas j'espère trop qu'il a ouf la bien payé. team. J'espère qu'il a bien payé les techniciens. ouais. Ah, j'espère Non, aussi, mais j'ai pas d'infos là-dessus, j'avoue. Voilà. moi, j'aime vraiment bien Premier degré toute la première partie du film. En gros, jusqu'à la poursuite en moto, la première. Ah, elle est nulle cette poursuite. Eh ben, Non, moi, j'ai pas compris ça. et ben, moi, c'est là où je me dis, ah, c'est marrant, il y a un petit côté un peu Mad Max en moins cher. Mais Oui. Premier degré, j'aime bien jusque-là. Et après, je trouve qu'effectivement, bon, il y a la scène de la clinique qui est réussie. La scène, ça, moi, c'est j'ai- chouette. Ouais, la scène de la Mais- clinique, elle tue de ouf. Mais Elle est trop bien. après, c'est quand même, tu sens un peu le. Ça patauge un peu, ouais. Bah, c'est-à-dire que c'est bien de faire des films très acides mais je trouve que Carpenter, avant ça, il est quand même beaucoup plus habité en fait par ce qu'il fait et dans ce qu'il fait. Et là, je Mais oui. sens un peu trop le côté, je m'en fous en fait. Bah oui, mais c'est parce que c'est le cas aussi. Voilà. Moi, je me suis demandé s'il y avait pas pas mal de citations de films américains. Si, bah c'est Tu un vois, énorme pastiche. C'est ça, ouais. il y a plein de Non, trucs mais ça, bien où sûr. en fait, déjà, il y a la musique, on dirait presque un western. Bah, ouais. Il y a- Ça, c'est vrai qu'après, il a fait. Enfin, pardon, je t'interromps, mais c'est vrai que Carpenter n'a cessé d'essayer de faire des westerns, C'est enfin, ça. tu vois, un peu modernes et tout ça dans C'est ça, pendant parce toute sa que carrière. y a- Donc y a là, il le fait vraiment. tout le truc aussi avec la vague, tu vois, qui fait penser à comment ça, Point Break. Ouais. Tu vois, ce truc de, enfin, il cite Point Break, il dit j'attends la vague. Ouais, mais nanana, et il tout. rend tout sale dans ce film. Ah bah c'est surtout ça que qui est la vague. incroyable. Alors je vous invite à regarder la vague parce Ah que ouais, c'est elle est fou trop rire. bien la vague. C'est pas possible. Ouais, ça, c'est clair. C'est Franchement, vraiment moi, cette la scène, je la trouve trop Le film cool. est moins bien fait que Tron, l'original. Oui, je suis Alors- tout à fait d'accord. Et- Tu vois, moi, sur le truc des effets spéciaux, en fait, au début, ça pique. T'es en mode, waouh. Et comme tu disais tout à l'heure, Matrix sort quelques années. Bah, 3 ans après. 3 ans après, t'as ouais. Matrix. Ouais, ça- Et, Genre, bon. mais en fait, c'est ce qui fait le charme du Dommage. film aussi, en fait. Quoi. C'est une plantade magnifique, je trouve, ce film. Oui, mais c'est vrai que 50 millions, on sait pas où il les a mis. Quoi. Enfin, pas Ah trop. ouais. Moi, je sais pas Ouais. trop où il les a Non, mis. et puis tu sais, il y a un côté où je trouve Dans que le costume de Kurt Russell. Ouais. Franchement. Et moi, j'ai pas vu le 97, Ah, mais ce que j'ai lu surtout, c'est que apparemment, il y a plein de gens qui disent que, en fait, ce qui est très bizarre avec ce film-là, c'est que c'est un remake en fait. quasiment. Mais en fait, lui, C'est Bah, une Non, suite, c'est- tu bah, vois. Enfin, lui, il ça a voulu ressemble- faire une suite. et Ouais, mais pas un ça, remake. en alors, termes il- scénaristiques, apparemment, ça reprend. Oui, il- ah, bah, c'est- ah non, mais le mec ne s'est pas embarrassé de changer le scénario. Oui, c'est ça, c'est mais la non, même mais, chose. mais il s'est expliqué là-dessus. Ah. Et oui. Bah oui, bah, merci l'explication. Non mais Et en fait, il a Il dit était qu'il avait, bourré il avait, avec il Kurt avait et pas c'est- réussi, Il a lui, dit oui. à être satisfait de ce qu'il avait produit avec 97. bah, il a fait un truc vachement Et mieux. honnêtement, et en fait, pour Carpenter, Los Angeles 2013, c'est un de ses accomplissements. Ouais. Il Ah le oui, c'est préfère vrai. à 97 Ah ouais. et il le trouve mieux sur tous les C'est points, vrai, en c'est gros. vrai, c'est D'accord. très étrange, mais Bah, c'est vrai. je vais voir l'autre. Incroyable, mais vrai. Non, mais voilà, c'est un peu dommage parce que je trouve que, tu sais, moi, ce que j'aime bien avec Carpenter, c'est que déjà, je trouve que c'est quelqu'un qui s'est toujours très bien entouré, tu vois, sur ses films et tout. Alors, avec Rob Bottin sur La Chose et tout, il y a des super effets, enfin, c'est très très beau. Et puis, je trouve que c'est un type qui a vraiment réussi à amener
tu sais, une dimension toujours un peu politique et des vraies innovations dans la manière, des trucs très modernes dans la manière de filmer les choses. Dans Halloween, tu sais, t'as des plans subjectifs qui étaient des choses qui étaient quand même très modernes pour l'époque, tout ça, des trucs qui avaient du sens. Ah ouais, là il fait vieux le film, on va pas se le cacher. Là, je trouve qu'en fait, il y a un problème. Alors, effectivement, bien sûr qu'on comprend que c'est de la satire, qu'il y a clairement, moi je trouve, il y a des moments où il se fout presque de la gueule des vieux James Bond avec Roger Moore. À un moment donné où il donne des allumettes, là. Oui. Et je me suis dit, tu sais, c'est genre comme il lui donne de dentifrice, là, dans mais en je sais fait, plus quel James Bond. il se moque même de. Enfin, ça, c'est un fusil de Tchekhov, mais genre absurde et nul à chier. Et en fait, même ses propres films, il les pastiche dans celui-là parce que t'as la voiture de Steve Buscemi, c'est que la voiture de Christine, en fait, c'est la même. Et en fait, il met des éléments de ses propres films pour les tourner en ridicule aussi dedans. Ouais. Et c'est un sabordage en fait. Quoi. Voilà, mais moi j'ai du mal avec ce discours un petit peu critique, très acide, qui tourne un peu à vide, en fait, où il n'y a pas de. Il n'y a pas de construction derrière, il n'y a pas de. Tu vois, c'est juste dire, bon, allez, ça me fait chier, tu vois. Ouais. Ce qui est, et voilà. Et moi, c'est un peu ce que je ressens quand je regarde Escape from LA. Et donc, je trouve ça un peu dommage. Surtout que je trouve que vraiment, il y a toute une première partie très cool de mise en place, où on lui montre son costume, où il s'habille. On le traite de débile, et c'est effectivement un gros débile. Il y a tout un truc cool, et je trouve qu'après, ça construit pas grand chose. C'est peut-être un vrai film anarchiste. En vrai, moi j'allais y venir, c'est ma conclusion. Ça, c'est un film avec une vraie démarche punk, et je trouve ça trop cool. C'est nul. C'est nul. Et si tu veux, je t'invite à regarder le film qu'il a fait après, qui est censé être le troisième opus des aventures de Snake. Mais en fait, Los Angeles Invasion. C'est Ghost of Mars. Ah, ok. Oh non, mais ça, c'est horrible. Et à la base, ça devait être une suite. Et en fait, les studios ont plus envie. Lui, il a plus envie. Du coup, il a changé le personnage principal. C'était plus Kurt Russell, c'était plus Snake. Et il a fait un truc en mode, c'est bon, ça me saoule, c'est mon dernier, j'arrête quoi. Et du coup, c'est. Ouais. Kurt Russell, il reprend vraiment ce rôle-là dans Boulevard de la Mort pour le coup. Ouais. Où en fait, c'est la suite. Mais ça, c'est très très bien. Ah, bah, bien sûr. C'est plus efficace quoi. C'est vrai que le moment où ils font du deltaplane avec des ailes de chauve-souris, moi j'étais là genre. Je kiffe les deltaplanes, c'est trop cool. Quand même, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est dur. Moi j'adore le kitsch du film, j'adore. Je sais pas, moi ce film. Si ça avait été c'est pas ça le problème. 70, oui, mais là c'est quand même 96 effectivement. C'est pas le seul problème. J'aime bien. Non, c'est. Les personnages sont moi, là où mon point de rupture, c'est. Tu n'as plus le droit d'utiliser cette expression. Mon point de rupture, c'est le surf. Là, moi, ça m'a. Ah, bah, c'est vrai que. C'est génial cette séquence. Genou au sol. Voilà, surtout que moi, le personnage, je savais même pas qui c'était. Les surfers. Non, mais. Moi, j'ai pas compris le film de toute façon. Je crois qu'il n'y a pas grand chose. Non. Et puis surtout, à la fin, même la fin n'a aucun sens. Mais en fait, et ça, c'est un peu presque mon point de désaccord parce que c'est une opinion de laquelle je suis revenu aussi. Le film est hyper nihiliste sur tout en fait quoi. On va tout faire péter et genre c'est assez grisant à voir. Moi cette fin quand je l'ai vue ado j'étais en mode c'est génial, tu vas te proposer une fin comme ça, c'est rien de ce que t'attends en fait cette fin. Oui mais en même temps on en parlera en off pour pas spoiler parce qu'il faut quand même que les gens puissent se faire une idée à eux de la fin, qu'elle leur appartienne un peu. Mais moi j'ai une question sur la fin. On en parlera. On la mettra dans. Non. Je veux dire, voilà. Vous poserez la question. Mais en tout cas, moi, contrairement à Lola, je dirais, en fait, regardez ce film. Il est imparfait sur plein de points. Il est longuet. Il y a plein de trucs qui vont pas. C'est kitsch à souhait, mais ça frôle le mauvais goût à pas mal de moments. Mais en fait, il y a aussi plein de trucs intéressants. Et en fait, juste, le film en lui-même vaut le coup parce que c'est tellement chelou et c'est tellement pas habituel de voir un truc à la fois raté et à la fois trop bien et grisant comme ça. Franchement, regardez-le, ça vaut grave le coup, je trouve. Ou pas. Vous privez pas de ce petit bonheur. Non, ou si. Et si vous voulez quand même vous faire une idée du cinéma de Carpenter, je pense que c'est pas le premier à regarder. Je pense on avait parlé de Christine. On avait parlé de Christine lors de l'épisode. C'est quand même un cinéaste qui a eu. Ou Halloween, par exemple. The Thing. C'est quand même un cinéaste qui a brillé par et même ses premiers, même Assaut. Tu regardes, je sais pas, n'importe quel film de la première. Des 2 premiers tiers de la filmographie de Carpenter, c'est quand même il y a toujours des trucs à dire qui sont sûr. Parcours intéressant aussi sur la désillusion d'Hollywood. En fait, c'est quelqu'un qui adorait et qui regardait beaucoup de films produits par Hollywood et qui n'était pas du tout à la base dans une optique en mode critique comme a pu l'être le nouvel Hollywood et tout quoi.
Ouais, et en fait, qui en est revenu après quelques années de production avec ces studios-là, quoi, et qui en a construit en plus un discours politique derrière, donc c'est intéressant aussi là-dessus, je trouve. Après, il a quand même contribué au saccage récent de la licence Halloween avec la trilogie remake qui est quand même... Ouais. D'ailleurs, il est assez discret là-dessus quand il en parle. Hein, mais bon, il a quand même en tout cas, il a revendiqué... il a quand même revendiqué sa participation. Enfin, en tout cas, il est crédité. Oui. Et c'est une catastrophe. Ouais. Sauf pour Rob Zombie. Et d'ailleurs, il parle du film de Rob Zombie et il aime beaucoup le film de Rob Zombie. Ouais. Moi, je suis partagé dessus. Mais bon, après... Il a fait des bouts de la bande-son de Los Angeles, d'ailleurs, je crois, Rob Zombie. Ouais. Il me semble. Bon, enfin voilà, donc c'est pas forcément le point d'entrée que je conseillerais pour la filmographie de Carpenter, mais objet tout à fait fascinant. Curieux. Curieux. Tout à fait, exactement. C'est spécial. C'est de la merde. Voilà. Donc, après cette mis l'intégralité des fans de John Carpenter ado, ce qui va nous valoir probablement une descente aux enfers dans les tops. Mais regardez-le, lui, le trader, là, j'avoue. Il a des statistiques et tout. Non, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui défendent ce film de manière hyper... Bien sûr. Hyper probablement argumentée. Mieux que moi. Non, mais mais tu l'as bien défendu, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui doivent y voir quelque chose de très grand. Il y a aussi, je pense, très honnêtement, beaucoup d'éléments de contexte qu'on n'a pas forcément parce qu'on n'a pas vécu le film au moment de sa sortie. Mais le film est devenu culte pour pas mal de gens, en fait. Là, je m'en suis... Et j'ai compris pourquoi, moi aussi, ça m'avait marqué, du coup... En fait, c'est FX dégueulasse et ces scènes qui sont hyper what the fuck dans le film, ça a marqué pas mal de gens, négativement ou positivement. Non, mais moi, je pense vraiment qu'il y a un truc. Il y a aussi plein d'éléments qu'on n'a pas forcément parce que c'est pas. En tout cas, moi, c'est pas les années de cinéma que je connais le mieux. J'ai pas une grande expertise sur le sujet, mais en tout cas, c'est pas. Je connais pas très bien le contexte d'Hollywood à cette époque-là et je sais pas trop à quel point le film s'inscrit dans une... Enfin, à quel point le film est... Comment dire ? On sent qu'il y a de la revendication, on sent que le film est très vindicatif, mais je sais pas à quel point ça reflète comment dire ? Une réalité. Enfin, en tout cas, la perversion d'Hollywood et de l'époque. J'ai un peu de mal à l'apprécier quand je regarde le film. Je vois juste un film un peu... Un an avant, il y avait Showgirls. Ouais, non, mais c'est vrai. C'est un gros doigt d'honneur. C'est vrai, mais c'est vrai que non, mais c'est intéressant parce que effectivement, c'est aussi un film qui parle, je pense, de la désillusion d'un réalisateur qui s'est aventuré jusqu'à Hollywood et qui a contribué à la production de très grands films. Et c'est aussi un film qui s'est un peu sabordé en sachant quel accueil critique il allait avoir. Et ouais, sauf que Showgirls formellement aujourd'hui est quand même, il est bien. Quand même sublime, quoi. Oui, rien à voir. Voilà, désolé. Désolé Johnny, mais là... On va passer... Flop. Voilà. Mais non. Allez, on va passer au film suivant, le dernier de la soirée. Il me semble que c'est le film de Camille. Et donc Camille, qu'est-ce que c'est que ce film que tu as ce moyen métrage? Et donc Camille, c'est tout à fait naturel. Alors... C'est une transition que je dirais acteur studio. Exactement. Voilà. Alors moi je vais vous parler de Homecoming de Joe Dante. Your son, Corporal Gordon Hofstadter, was killed in action. I have the right to ask. Why did my son die? If I had one wish, I would wish for your son to come back. Sir? Stop! Please stop! How can a dead soldier get up? The thing is, you can't kill him. Voilà. Ça crie. Alors, moi je vous parle donc de Homecoming. La traduction française est quand même
mémorable, c'est Vote ou crève. C'est trop bien, ouais. Alors, un peu particulier cette fois-ci, j'ai pris des libertés pour cet épisode, parce que c'est pas donc un film en lui-même, c'est un téléfilm, cette fois-ci un bon téléfilm. En fait, c'est plus précisément un épisode d'une série. C'est l'épisode 6 de la première saison de Masters of Horror, sorti en 2005. Donc Masters of Horror, c'est une série qui a été créée par Mick Garris et qui réunit en fait les grands noms du cinéma d'horreur, avec l'idée que chacun a le droit à un épisode plus ou moins long pour raconter une petite histoire qui fait peur. Donc il y a quand même des grands réalisateurs qui ont participé. Il y a Joe Dante qui est quand même très grand réalisateur, mais il y a aussi Argento, il y a Carpenter aussi qui a fait quelque chose, Landis et Takashi Miike, dont on avait parlé précédemment. Pas des manchots. Voilà. Alors, je les ai pas du tout tous regardés parce que j'ai une vie, mais je crois que celui-là, c'est vraiment un de ceux qui est bien noté parce que, enfin, moi, je trouve que c'est un super épisode. Donc, le film est basé sur une nouvelle de Dale Bailey qui s'appelle Death and Suffrage, qui est sortie quelques années avant. Je vous fais un petit synopsis. Eh bien, vas-y. Donc, un charmant couple voyage dans une voiture dont l'habitacle est rendu irrespirable par la fumée des clopes qu'enchaîne Madame. Ils croisent la route d'un homme en treillis militaire qu'ils font le choix sciemment de défoncer et qui cause un accident. La tête du cadavre qui est posée sur le pare-brise se réveille. Et peut-être que c'est pas uniquement parce que c'est un zombie, c'est aussi, à mon avis, pour lire l'énorme badge qu'arbore la femme où il y a écrit « 4 more years ». On remonte un peu dans le temps. On remonte un mois plus tôt et c'est la rencontre entre les deux personnages qu'on va suivre pendant tout cet épisode qui dure 58 minutes. On suit donc Jane Cleaver, qui est autrice d'un bouquin qui s'intitule « Comment l'extrême gauche a envahi les chaînes câblées » et David Murch, ancienne plume du président et consultant en communication, voilà. Et ils se rencontrent sur un plateau qui est pas biaisé du tout, c'est une sorte de CNews 20 ans avant. Pour débattre sur la prochaine élection qu'il va y avoir aux États-Unis. On est en pleine campagne. Et il est question de l'arrestation et de la détention d'activistes anti-guerre par les services secrets américains. Une femme intervient sur le plateau par vidéoconférence. C'est une mère éplorée qui, les larmes aux yeux, raconte comment elle a perdu son fils pendant la guerre. Petit reminder pour les gens qui sont nés peut-être en 2000 et après. En 2005, donc ça fait 2 ans que les États-Unis sont dans la guerre en Irak, sont en guerre contre l'Irak, avec, vous savez, toute l'histoire qui avait été créée un peu par Bush autour des armes de destruction massive qu'aurait détenu l'Irak, alors qu'en fait, il s'est avéré que c'était un mensonge pur et simple. Donc voilà, et c'est vraiment Joe Dante fait le choix de faire un brûlot politique avec cet épisode parce que tout le monde, enfin tous les politiques en prennent pour leur grade. Clairement, il y a un discours où en fait c'est la voix de Joe Dante qui parle. Il est fait mention, enfin c'est pas sa voix qu'on entend, mais il s'exprime à travers ses personnages. J'ai pas été claire. C'est la voix. Là est très premier degré. Un caméo quoi. Alors, il n'y a pas la Joe Dante qui intervient en tant que tel, mais par la voix de ses personnages, il tient un discours dur, très contestataire en fait contre Bush. Et il me semble qu'il y a même un moment donné où les deux personnages sont face à la télévision en train de manger des pop-corn, face à Bush qui fait un discours. Et ils commentent le discours en disant... en fait, alors ils disent très exactement, il n'est pas idiot, il a juste une façon de faire croire aux gens idiots qu'ils sont aussi intelligents que lui. Donc, je sais pas si c'est clair cette phrase, mais en gros, voilà, c'est quand même... très drôle, moi je trouve. Lors de ce débat télévisé où en fait ils sont d'accord, face à la dame donc qui parle de son fils mort au combat, David Murch dit si j'avais un seul souhait, Madame, ce serait que votre fils revienne pour qu'il puisse nous dire à quel point il est fier d'avoir servi son pays.
Et là, Joe Dante fait un truc assez marrant, c'est que d'habitude, là où les politiques en fait disent des mensonges qui n'engagent que ceux qui les écoutent, là il y a un renversement et il y a l'idée que ce mensonge-là, enfin cette phrase qui est dite, va devenir réalité. Et effectivement, il y a de nombreux incidents qui s'enchaînent et des soldats reviennent d'entre les morts. Ce sont des zombies, en gros. La nuit des morts vivants. On aurait dit un peu le grand-père Simpson. Oui. Mais tu sais pourquoi ça me fait penser à ça? C'est que moi, quand j'ai vu le truc, c'est que ça m'a fait... ça me fait penser vachement à des écritures des Simpsons. Je sais pas vous, mais souvent, ils font des épisodes... absurdes. C'est ça, ils font des épisodes d'horreur. Un premier degré qui arrive. Exactement. Et je trouve que le film est vraiment écrit comme ça, quoi. Et donc, ils vont revenir à la vie. Putain, t'avais un rebondissement sur Abraham Simpson, quoi. C'est on travaille. Mais la blague était écrite, enfin, c'est pas un script. Je l'ai noté, là. Oui, tu l'avais noté, ouais. Je t'ai fait le petit signe. Top. Et donc, ils reviennent à la vie, etc. Mais en plus, ils reviennent pas juste pour tuer les Américains. Ils viennent pour assouvir leur devoir civique, parce qu'ils ont tous qu'une obsession, c'est aller voter. Ouais. Et donc, je trouve que ça rentre dans le sujet de la citoyenneté, des services publics et de comment on fait pour faire en sorte que nos services publics peut-être deviennent un peu meilleurs. Pour pas se retrouver avec des hôpitaux comme dans Fragile. Ouais. Exactement. Et potentiellement, on doit se relever d'entre les morts pour aller mettre le bulletin dans l'urne et essayer de faire en sorte de ne pas élire un gros débile. En gros, c'est ça, la morale. Oui. Ne m'attaquez pas en diffamation, s'il vous plaît. Je n'ai pas de sous. J'ai pas de sous. Oui, donc juste pour faire le petit point géopolitique, effectivement, c'est que la guerre en Irak, c'est donc 2003-2011. Il y a quand même 1 million à peu près de soldats américains qui sont envoyés là-bas. Il y a 4500 morts du côté américain. Il faut quand même rappeler que du côté irakien, c'est 100 000 morts. Quoi. Donc beaucoup de civils. Donc beaucoup de civils, évidemment. Et donc le truc, c'est que Joe Dante, là, je pense que ça correspond parfaitement à la période qu'ont connu les États-Unis, de traumatisme d'un seul coup devoir envoyer toute la jeunesse pour une guerre qui en fait n'a aucune base de réalité ou de vérité, quoi. Voilà, il faut dire que le film est très drôle. On retrouve certains acteurs fétiches de Joe Dante, notamment Robert Picardo, qui joue un des conseillers, je crois, du président, qui est présent notamment dans Gremlins 2. Chef-d'œuvre. Gremlins. Non, il joue un docteur. Docteur dans la tour, là, tu sais. C'est dans le cinéma, le 2 ? Ah non, alors c'est dans le premier. Ah oui, alors. Gremlins, le 2, c'est quoi Gremlins 1, ça se passe dans la petite ville pendant Noël, etc., où il y a une séquence effectivement incroyable dans le cinéma. Gremlins 2, ça se passe carrément à New York. Et c'est que dans une tour. Et c'est à hurler de rire. C'est trop bien. Je l'ai pas vu. Il est vraiment génial. Il faut le voir parce que c'est vraiment très chouette. Alors il y a aussi quand même ce qui est chouette aussi, c'est qu'il y a une critique du mythe guerrier des États-Unis, en fait. C'est-à-dire que il rapproche la guerre d'Irak en fait d'autres événements qui ont traversé l'histoire des États-Unis, etc. Donc il y a une critique aussi de la figure sacrificielle du garçon mort au combat, etc. Parce qu'il évoque aussi le Vietnam dans le film. Et selon lui, c'est presque... Et avec des mensonges aussi. Bien sûr. Bien sûr, et pour lui, on a l'impression que en fait, cette figure-là du jeune garçon mort au combat, en fait, c'est une façon pour les États-Unis de pas gérer leur trauma véritablement. En fait, ça permet de cacher un peu la réalité de ce que c'est que de perdre quelqu'un pour une guerre, quoi. Il y a aussi une citation directe d'un événement. À un moment donné, ils disent que c'est pas la première fois qu'ils vont truquer des élections, parce que bon, je vous raconte pas tout le truc, mais évidemment, les méchants sont vraiment méchants. Ils sont très méchants. Ils citent notamment une photo où en une, on voit Dewey defeats Truman. Donc, c'est une photo de 48. Et en fait, juste pour la petite anecdote, parce que je trouvais que c'était intéressant, c'est une photo qui est vraiment sortie dans un journal, dans le Chicago Tribune, au lendemain des élections américaines de 48, et qui en fait donnait le faux résultat de l'élection. Donc voilà. Donc en fait, par ce film-là, en 58 minutes, moi je trouve que Joe Dante arrive à quand même
dresser un discours sur la politique américaine qui est quand même assez riche et assez fort. Voilà. C'est clair, c'est simple, mais c'est pas bête du tout. Ah ouais. Ouais. Bah, moi, je trouve ça honnêtement, en plus, assez risqué et culotté de proposer quelque chose d'aussi critique et avec un humour bien piquant en plus, quelques années seulement après le début de la guerre en Irak. Franchement, enfin, avoir le recul qu'il a eu, en tout cas, pour faire un épisode de série horrifique comme ça, aussi frontal, parce que ça a beau être... ça a beau faire des paraboles. En vrai, tout le monde sait, c'est directement visé. On parle de la guerre en Irak. Franchement, chapeau. Et pareil, je les appellerai Pascal Praud et Elisabeth Lévy, mais les deux, là... Il y a une sorte aussi d'anticipation de ce que va devenir en tout cas la sphère politico-médiatique dans les années qui viennent, avec tout ce qu'on a pu voir avec Fox News et nous en France avec BFM et CNews pour ne citer que quoi. Qui est un peu un message d'alerte qui a encore une fois pas été écouté, mais comme d'hab. Mais ouais, moi j'ai bien aimé toute cette partie politique, évidemment quoi. Et pareil sur la réutilisation. Faire parler les morts pour les réutiliser dans un discours politique et là les faire revenir à la vie pour que eux disent en fait non. Ça c'est chouette. Parlez pas en notre nom quoi. C'était assez cool. Ouais. C'est chouette. Merci Camille pour la clarification parce que tu vois moi je l'ai regardé vu que c'est très court, je l'ai regardé je pense un peu en n'étant pas très concentrée et j'ai quand même passé un bon moment, mais du coup merci pour tout ce contexte, ça rend le truc d'autant plus intéressant, le film. Oh mon Dieu. Mais c'est vrai que moi je connais pas bien la filmo de Joe Dante. Mais c'est vrai que c'était chouette. C'était rapide, donc Léo a dit à peu près, a donné mon avis aussi. Effectivement, ce côté zombie qui en plus ne mange même pas les gens et ne les tue même pas dans un premier temps, ils sont vraiment hyper gentils. On a vraiment envie de leur faire des câlins. À la fin, un peu, mais ils sont vraiment mignons, quoi. Moi, il y a juste ce truc, tu vois, j'ai pas interprété ça tout à fait pareil. Du coup, peut-être la conclusion que tu donnais, toi, personnel, au début, sur le fait d'aller voter pour éviter d'ailleurs des débiles. Je trouve qu'utiliser la figure du zombie qui n'a pour seul but d'aller voter, c'est aussi un geste politique de le montrer comme ça. Oui, tout à fait. Et c'est un peu aussi, il montre un peu les deux penchants. Oui, tout à fait. Ce qui est marrant, c'est qu'il renverse le trope habituel du zombie. C'est-à-dire, mais pas seulement, parce que ça veut aussi dire quelque chose quand. Ouais, mais normalement, le zombie, c'est quand même, tu vois, c'est quand même la scène où il va voter, où il met le petit truc dans la petite enveloppe qui déchire. Mais le zombie, c'est rien normalement, tu vois. C'est plus qu'un. Normalement, le zombie, c'est justement, ça représente la décadence, ça représente tu vois, la décrépitude de. C'est quelque chose qui a plus aucune réflexion. Il y a d'autres films, celui où c'est un Romero où ils essayent d'assaillir un centre commercial parce que leur dernier réflexe qu'il leur reste, c'est là pareil, c'est une utilisation sociale du zombie et qui est intéressante aussi dans celui-là. Oui, mais là, ce que je trouve cool, c'est qu'en fait le déchet de la société, c'est pas le zombie en fait. C'est finalement c'est ceux qui restent, tu vois, et qui sont. Du coup, il y a une espèce de renversement qui est assez marrant. Et le film est vraiment marrant. Enfin, moi, c'est le premier truc que moi je trouve. Tu vois, quand je le regarde, c'est au-delà du message politique qui est très frontal et qui peut paraître simpliste, mais qui en fait est délivré d'une manière qui est pas si simple que ça en fait. Parce qu'effectivement, il fallait le faire. Et en fait, c'est vraiment drôle. Il y a vraiment des scènes qui sont très très drôles. Et je pense que c'est grâce à l'écriture des personnages de David Murch et de Jane Cleaver. Le jeu est bien. La façon dont il délivre les blagues et les punchlines et tout. Les deux, ils sont trop marrants, quoi. Elle est folle alliée. Et lui, c'est un grand malade aussi. Et elle est complètement folle dingue, érotomane. Dès qu'elle croise un mec, elle dit c'est un ex. Tu vois, il y a un truc qui est complètement. C'est assez drôle à voir. Et le jeu des acteurs est un peu comme dans. Je sais pas. Moi, c'est en tout cas les films de Joe Dante que moi j'ai vus en étant enfant et que j'aimais bien. Je me suis mis sa filmo devant les yeux parce que j'avais un doute, mais effectivement, l'aventure intérieure, c'est lui. Donc qui est une pierre angulaire des films de mon enfance. Mais
et donc les Gremlins et puis Small Soldiers. Enfin, on retrouve un petit peu, tu sais, le jeu un peu, les codes un peu cartoonesques, tu vois, repris. C'est comme une sitcom presque. Ouais, il y a un côté un peu, puis même un peu Looney Tunesque, quoi, tu vois. Enfin, genre, il a fait les Looney Tunes passés à l'action. J'étais très drôle. Ouais, les Looney Tunes passés à l'action. Mais qui a marqué la fin de sa carrière avec les studios. Parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Mais donc, moi, ça j'aime beaucoup. Et donc, t'as une scène comme ça qui est, je trouve ma préférée, quand les zombies arrivent pour la première fois et qu'ils sont dans les cercueils et tu sais, ils se lèvent avec le drapeau américain autour d'eux et enfin je sais pas, genre cette scène je la trouve vraiment trop drôle. Voilà, et le seul type qui meurt en fait il se fait abattre par son collègue et c'est même pas les zombies qui le tuent, donc enfin c'est ça, c'est, tu vois, c'est des gags qu'on avait déjà vus, mais c'est surtout c'est des gars qui ont été refaits et tu vois, enfin c'est vraiment un type qui crée des situations vraiment drôles avant tout, Joe Dante, quoi, qui a une vraie volonté de créer des moments de cinéma assez chouettes. Et donc du coup, quand tu maîtrises aussi bien que ça le langage du cinéma, je trouve, tu vois, tu peux te permettre de délivrer des messages assez puissants et assez forts, même s'ils sont simples, et donc du coup t'en fais quelque chose de vraiment simple, mais enfin je veux dire, on n'est pas dans une période où il pouvait avoir le recul forcément nécessaire, donc c'est quand même donc très bon. Enfin moi j'ai vraiment kiffé, ça m'a donné envie de regarder cette anthologie que j'ai pas vue. Moi aussi, j'ai tout téléchargé. Masters of War. Non, t'as pas le droit de dire ça. Mais légalement légalement, on a tout acheté. On jouera sur le flou. Sur www.film.gouv.fr. Service public. Remaniement ministériel. Rachidadati.com. Voilà. Épisode sponsorisé par Rachidadati. C'est combien de temps qu'on parle, Brice? 1h35. Eh ben ok, très bien. On a fait le tour là. Ouais. Vous vouliez rajouter des trucs, non Joe Dante, Gremlins. Ouais. Gremlins, un jour on en parlera quand même. C'est marrant, Gremlins. Moi j'adore. Ouais. Mais moi il faut que je me mette à jour sur ce monsieur parce que mais même Piranha, trop chouette. Piranha, trop bien. Mais pas vu pendant l'enfance. Moi j'adore. Piranha 3D? Non, c'est pas celui-là. Ça c'est Sam Raimi. Aja. Non, c'est Alexandra Aja. Je les confonds. Un français. Je les confonds. Une belle période à vide quand même. Mais bon. Jamais. Le truc avec Mélanie Laurent, c'est. C'était pas mal. Ouais. Bon, on en reparlera. Ça en est terminé des films de ce soir. Et avant de se dire au revoir, on va se raconter, comme la tradition l'oblige désormais, ce qu'on a fait dimanche passé ou dimanche d'avant, parce que je rappelle, il y a 2 dimanches entre chaque épisode, donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas avoir au moins un truc à raconter, à moins d'avoir des week-ends ils sont tous calme. en train de chercher là, sur leur téléphone. Bon, allez, je commence parce que c'est cata. moi je peux vous dire que j'ai été voir pour son dernier week-end dans l'espace Lafayette Anticipation l'exposition Easywood Study for No. Easywood, qui est une peintre que je ne connaissais pas du tout, qui peint des trucs très cool, essentiellement elle sera contente de cette critique. Non mais c'est chouette, il y a pas mal de, il y a des autoportraits, il y a beaucoup de, là je me repasse le truc devant, mais il y a beaucoup effectivement de peintures qui représentent des scènes chez le dentiste, parce que je crois que son père était dentiste, enfin voilà. Elle peint aussi beaucoup de choses qu'elle a vues dans des magazines type La Redoute, enfin, ou ce genre d'équivalent anglo-saxon. Donc elle peint des ensembles de vaisselle en porcelaine, elle peint des intérieurs de voitures, elle peint des trucs qui sont assez chouettes avec une vraie texture à chaque fois, c'est très très impressionnant, mais c'est très cool, je veux dire, c'est plastiquement, moi ça m'a beaucoup plu, mais là où je trouve que c'est une artiste qui est complète, c'est que au-delà de ses thématiques assez intéressantes et de son œuvre qui est assez diverse mais chouette, c'est aussi une musicienne, elle a donc enregistré plusieurs, alors je crois un album, plusieurs EP, enfin à voir, allez voir, taper son nom sur Spotify, Easywood, et donc elle fait une espèce de je sais pas comment le décrire, de pop funk un peu perverti, enfin c'est assez cool vraiment à écouter, c'est vraiment très très sympa, voilà, donc une artiste très complète,
hyper engagée et qui travaille beaucoup parce qu'elle fait beaucoup de choses et elle est très jeune. Elle a 30 ans. Voilà. Donc 30 ans, on est encore très jeune. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Easywood. Voilà. Putain, mais toi, t'en fais des choses le week-end. Putain, moi, je passe mes dimanches en pilou-pilou sur le canapé. C'est pas très intéressant à raconter. Pas mal. C'est à moi, du coup. Ah bah oui, là je pense que t'es bien parti. Oui. Bon. T'as pris la parole, t'as pris le bâton de la parole, donc tu le gardes. Je trouve que... Bah non, mais moi c'est ça. Hein. Moi c'est le mois de janvier. J'attends que le jour se lève. J'attends que ces 31 jours les plus longs de l'année, les plus courts, mais les plus longs passent. Et j'ai pas fait. Là, mes week-ends étaient vraiment pas intéressants. J'ai même pas fait de cuisine. J'ai pas fait de trucs culturels comme Thomas. Mais t'as bossé. Hein. Oui. Et oui. Bon. Mais pas vraiment, donc... Oui et pas vraiment. Voilà, donc écoutez, si vous étiez au bord du gouffre, vous n'êtes pas seul. Mais oui, il faut faire entendre cette voix. C'est normal, c'est le mois de janvier. Et c'était mon anniversaire la semaine dernière. Et j'ai passé une semaine de non-anniversaire. Voilà. Et donc un dimanche aussi. Eh bien, un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire à qui ? À toi. Ah oui. À vous. Okay. Voilà, comme ça, les gens au bord du gouffre, là, ils sautent. Ils ont la chanson dans la tête. Désolé. Lélé. Mais c'est à moi. Bah, je sais pas, oui. C'est toi, Lélé. Moi, j'ai fait des burgers maison et j'ai été voir Vermine au cinéma. Et ouais. Voilà. Ah bah c'est cool. T'en as rien pensé ? Bah, il y avait des araignées partout là, et puis après le soir j'ai eu peur parce qu'il y a des trucs aussi chez moi, j'ai cru que c'était des araignées, et puis voilà, et puis après je me suis dit non mais c'est pas rationnel, Léo, c'est pas des araignées, des punaises bien, enfin. Voilà quoi, et, effectivement c'était pas des araignées, ça va. Mais oui non mais c'était sympa. Bien Vermine. Ouais, c'était très cool. Ouais. Tu l'as vu aussi entre mes dépressions. À voir, Vermine à voir. Ok, bon. Eh bien, Vermine, soutient le burgers maison aussi. Les burgers maison. VG, hein. Oui. Ok. Et Camille. Alors moi, je repars sur un truc culturel. Sauf moi, parce que là, c'est une catastrophe. Alors, jusqu'au 28 janvier 2024, vous pouvez aller voir au Jeu de Paume l'exposition Capturer la beauté de Julia Margaret Cameron. Alors, c'est pas très gai. Oui. Julia Margaret Cameron, en fait, c'est une photographe du tout début de la photographie, vraiment 1850, 60, donc le début des appareils photo. Et en fait, c'est une femme qui était très connue à l'époque, grande tante de Virginia Woolf. Ah ouais. Très connue à l'époque parce qu'elle a réussi à faire des photos qui se sont beaucoup vendues, donc beaucoup de portraits. C'est cool. C'est très très beau. C'est vraiment très beau. C'est presque. Là, de ce que je vois, ça me fait un peu peur. Mais c'est presque de la peinture, etc. En fait, ce qui est assez particulier, c'est qu'elle avait un poulailler qu'elle a retapé pour faire un studio photo et dans lequel, en fait, elle prenait en photo beaucoup de ses domestiques, mis en scène dans des scènes un peu, en lien avec la Bible, etc. Ça fait peur. Hein, ça fait peur. Alors, effectivement, moi, j'ai trouvé que c'était très très beau, mais j'ai une impression un peu de malaise parce qu'il y a vraiment l'idée de capturer la beauté. Je pense que l'expo est bien nommée. Il y a vraiment l'impression que ces personnages sont emprisonnés, qui ressentent pas grand chose, qu'en fait elle a un désir de les prendre en photo, mais il n'y a pas beaucoup de jouissance dans la photographie, quoi. C'est quand même très étouffé. Voilà, je ne sais pas si ça vous donnera envie d'aller le voir. Après, il y avait une expo au premier, un truc qui s'appelait... Le titre de l'expo, c'était ça, en relation avec Roland Barthes. Je n'ai rien compris. Voilà, pourtant j'ai fait des études d'histoire de l'art, je n'ai rien pigé. J'étais là genre, bon, bah voilà, c'est raté. J'y retournerai peut-être avec quelqu'un de plus petit qui m'expliquera, mais moi j'ai abandonné. Donc voilà, Jeu de Paume jusqu'au 28 janvier. Écoute, moi là, effectivement, faut être, c'est pareil, en termes de sérotonine, je pense qu'il faut être particulièrement bien. C'est dommage, je pourrais
pourrais pas y aller. Bien nous aussi. Tu vois, là, je vois Annie, une enfant qui a été photographiée en 1864. Oui. Bon. Il n'y avait pas le Xanax encore. Je me dis qu'elle doit probablement, cette personne. Parce qu'en plus, c'est des temps de pause hyper longs pour Ah oui, arriver du coup, à ça. c'est Donc tu te statique, dis, mais quoi. les enfants, ils devaient péter un cafard. Non, bah écoutez, allez-y. Ça fait comme les photos de chat quand tu les prends en photo qui bougent partout comme ça. Exactement. Exactement, pas vraiment. Voilà, les historiens de l'art en sueur. Les historiens du futur, quand ils verront les lolcats, c'est tout là, hein, les vidéos de chat. Comment les malins. Voilà, allez, vidéo de chat et Julia Margaret Cameron. Ok, merci d'avoir rapproché ces deux univers qui partagent probablement énormément de caractéristiques. On va se quitter sur cette volée de je sais pas, de recommandations, je sais plus. J'ai plus envie. On vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci. Et on vous dit merci d'être toujours plus nombreux à nous écouter. N'hésitez pas à nous mettre des petits mots sur les réseaux sociaux, sur les Instagram, les plateformes d'écoute. Oh là là, ça dégénère. Vous abonnez, vous tout ça. On va mettre en place une boîte postale. Moi, je veux des courriers de fans. Des courriers de fans. Mettre des bonnes notes sur 20. Mais pas comme dans ça. Perfect Blue, s'il vous plaît. Voilà. N'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir et on est, malgré notre grand amateurisme, toujours plus content d'enregistrer ces épisodes. Voilà, bisous et à dans 15 jours. Oui. Ciao. Ciao. Ciao.